Est-ce que tu te rends compte à quel point t'as pu marquer les générations J'arrive innocent, je vais tout péter, c'est moi, je suis jeune. Quel est le plus fort avec qui t'as joué? Selon qui t'es, Rooney il s'adapte. On parle même pas de Cristiano Ronaldo. Le rôle de numéro 9 a changé à cause de Cristiano Ronaldo. Tu donnais ton avis, toi? Donc je vois Franck qui arrive dans notre groupe 2006, j'ai kiffé sa Coupe du Monde. Bon, Thierry Henry. J'ai l'impression qu'il est en train de sentir mes aisselles. Sur la photo, c'est bizarre. Je le prends comme ça et la photo elle reste, on a l'impression qu'il est malgré lui le pauvre. En train de... Bonjour à tous, bienvenue dans un nouvel épisode de Campo. Très heureux de partager autour du football, notre passion et les émotions aussi de ceux qui sont nos invités et qui partagent ces épisodes avec nous. Et aujourd'hui, je suis très heureux de recevoir Louis Saha, ancien footballeur professionnel. J'ai eu la chance d'évoluer en Angleterre, mais j'ai quand même commencé ma carrière en France, au FC Metz, et fini en Italie. Donc heureux d'avoir eu une carrière quand même internationale. Avec l'équipe de France, j'ai un petit souvenir quand même sympa. Coupe du Monde, Euro, même si pas forcément heureux avec la bonne médaille, mais voilà, satisfait. Donc hyper heureux aujourd'hui en tant qu'entrepreneur, courageux parce que c'est un passage très très compliqué. Mais voilà, le principal que je vais retenir, je suis père de famille, heureux d'être dans le sud de la France aujourd'hui parce que le soleil c'est important. Ça t'avait manqué? Ah ouais, c'est après 15 ans d'Angleterre et de vie de footballeur. C'est exactement ça. T'as pas toujours été gâté, hein. T'as pas choisi les endroits où il faisait le plus beau, hein. Non, c'est presque même le but parce que je me dis c'est un confort qu'on a dans le football que j'adore. L'authenticité de notre football, c'était vraiment que ça soit rapide. Bon, des fois quand il pleut, justement c'est rapide et l'engagement. Donc c'est vrai que des destinations comme Newcastle, Sunderland, Manchester, Londres en lui-même, c'est vraiment la destination pour moi qui représentait le football authentique. C'est là que tu t'es le plus éclaté? Ouais, largement, parce que t'as vraiment cette connexion entre le fan qui comprend ce qui est de l'engagement, le côté perfectible, par exemple, du football, parce que voilà, on fait des erreurs, des fois ça va vite, des fois il y a un changement de rythme, il y a une agressivité, il y a un tacle. On s'est éclaté, ça c'est clair. T'es à la bascule, à la fin des années 90, au début des années 2000, où le championnat d'Angleterre va prendre le pas sur la Serie A, par exemple, qui était la référence, le calcio, le championnat italien, qui était la vraie référence, notamment dans les années 90, fin des années 80, début des années 90. Tu l'as senti, toi, dans un espèce de rouleau compresseur qui va très rapidement et pendant très longtemps marcher sur les autres championnats? Je pense que on s'en rend compte petit à petit. Bon, il y a l'arrêt Bosman, le fait que certains joueurs peuvent prendre des destinations un peu plus courageusement. Et j'arrive dans cette période-là. Mais on va dire, on est tous, en tant que footballeurs, avec un regard vraiment centré sur notre carrière. Et on fait pas forcément attention à ce qui est une certaine compétition entre championnats. Mais tout de suite, on voit que des très grands joueurs viennent en Angleterre. On commence à proposer justement un autre jeu avec des entraîneurs, Arsène Wenger, Mourinho, qui sont venus au fur et à mesure embellir, on va dire, ce football qui était peut-être connu pour ce côté très physique. Authentique, mais très physique. Et là, il y avait cet aspect peut-être technique que Arsène Wenger a amené avec des joueurs comme Emmanuel Petit, Vieira, Thierry Henry, Anelka. Tous ces joueurs-là, ils ont vraiment amené cette touche, on va dire, un peu plus technique. Je suis obligé de citer mon gars, Robert Pires, quand même. J'avais oublié, non. Nino aussi, donc voilà. C'est tous ces joueurs. Pas dit que Robert allait se balader autant en Angleterre avec son physique. C'était pas celui qu'on attendait le plus. Il a été meilleur joueur du championnat d'Angleterre. Ça a été un crack, alors que c'est pas celui qu'on attendait à ce niveau-là
Par rapport au physique, je parle pas par rapport au jeu. Je suis d'accord avec ce que tu vas dire, mais en même temps, moi j'ai eu le même cas de figure parce que bon, j'ai galéré un peu avec le FC Metz, avec un entraîneur qui était vraiment focalisé sur le pressing, sur le côté laborieux de notre sport, on va dire. C'était vraiment un mode anglais à Metz, on va dire. Donc moi j'étais convaincu que ce football me correspondait malgré tout parce que j'étais un joueur quand même d'instinct qui voulait jouer avec une lecture entre les lignes et pas forcément que physique. Donc on allait avoir ce côté complémentaire que peut-être les joueurs anglais typiques n'avaient pas. Et justement, Robert, c'était la même chose. C'était un joueur, on va dire, fuyant. C'est pas quelqu'un qui va au contact, mais qui est hyper intelligent et qui est affolant. Donc quand tu as compris un peu le rythme que tu dois utiliser dans ce championnat-là, qui peut jouer n'importe où, Robert. Parce que c'est un joueur qui est hyper intelligent et qui physiquement te donne cette impression que tu vas l'attraper. Tu l'attrapes pas. À cause des pieds comme ça. Ouais, peut-être, ouais. Mais il a cette particularité de lire très vite, d'agir très vite, de prendre des décisions qui vont te mettre dans des situations, toi, de 1 contre 1. C'est un joueur exceptionnel. Et pour ça, tous ces joueurs-là, en amenant ce côté peut-être un peu plus cosmopolitain, a amené un football beaucoup plus complet en Angleterre que ce qu'on a pu connaître avec le football italien, qui était très rigoureux tactiquement, voilà, physiquement aussi, mais connu pour sa rigueur et cette difficulté d'avoir des espaces. Là, en Angleterre, il y avait vraiment cette expression. Je me suis éclaté. C'est ce que j'allais te dire. Je me suis éclaté parce que on a cette liberté et il n'y a pas ce focus sur ce qui est de tes défauts. On va insister sur tes qualités. Exactement. C'est les qualités d'abord. Moi, on vient, oui, je peux jouer de la tête, oui, je peux être assez rapide, aller dans les espaces, oui, je peux venir au ballon et tricoter un petit peu et jouer avec certains de mes coéquipiers. Donc, je pouvais m'adapter. Et donc, c'est vrai que ça a été un pur bonheur. Donc, quand je suis arrivé, et là, je te comprends de mettre Fulham dans la discussion, c'est là où je me suis vraiment exprimé. C'est là où t'exploses. Ouais. Parce que quand t'arrives déjà de passer de Saint-Symphorien à Saint-James Park, Newcastle, même aujourd'hui, quand on voit l'ambiance de Newcastle, moi ça m'a toujours fait rire. Et peut-être ce stade encore plus, à quel point ils vont valoriser, se lever, applaudir un tacle, une intervention, un joueur qui, on l'a vu récemment, mais j'ai l'impression, tu vois, qu'il y a ce vrai côté anglais. Complètement. Je suis surpris. C'est un choc parce que on arrive avec peut-être cette rigidité, comme je dis, française, qui se rapprochait du football italien un petit peu. Et là, je découvre ce football physique, mais complètement décomplexé. Vraiment pas la peur du résultat. Tu sens que tu joues pas pour le match nul ou pour pas perdre en tout cas. Donc tu te reconnais tout de suite. Moi, je suis un attaquant, j'ai commencé ailier, et là je me dis, j'arrive dans un vestiaire où il y a Alan Shearer, qui est la légende d'Angleterre. J'ai jamais joué titulaire avec le FC Metz. J'arrive titulaire de temps en temps avec Newcastle, aux côtés de la légende. Et là, je me vois décomplexé. Je me vois offrir une plateforme dans un stade incroyable, avec des fans qui vraiment tout de suite m'accueillent vraiment presque différemment. J'avais l'impression d'être vraiment un joueur de là-bas. C'était assez fou. Et je me suis adapté à une vitesse incroyable. Et je me dis, mais tiens, physiquement, quand même, on me dit oui que je vais avoir des appréhensions ? Non, pas du tout. Tu sais, t'es complètement naïf. J'arrive innocent, je vais tout péter, c'est moi, je suis jeune, je suis avec les espoirs. Voilà, pour moi, c'est pour moi. Et cette chance-là d'être complètement innocent, je pense qu'aujourd'hui, c'est difficile avec les médias. Donc le fait qu'on est conscient de ce championnat, on est conscient de l'argent qui circule, de l'attraction que tu peux avoir et tout ça, ça tue un peu cette authenticité. Tu sens que c'est le football qui est exprimé et que les fans vont vraiment adorer ça. C'est pas le résultat du 1-0 qui fait plaisir au coach, parce que tactiquement il a été bien, bien luné, il savait exactement comment aller neutraliser son adversaire. En Angleterre, on sentait que non, c'était authentique, c'était vraiment génial. Se lancer dans l'entrepreneuriat, ça peut ressembler à un parcours semé d'embûches ou poser pas mal de questions.
Je suis bien placé pour le savoir. Campo, c'est de la gestion administrative, de la production, beaucoup de questions à plusieurs échelles. Et pour ça, on a été accompagné par Legal Place. C'est la solution d'accompagnement clé en main. Legal Place, c'est la plateforme de référence pour créer et pour gérer son entreprise. Parlez-en autour de vous. Tous les entrepreneurs à qui vous poserez la question connaissent Legal Place. Ça vous permet d'abord de libérer du temps pour vous concentrer sur le contenu de votre projet, sur votre savoir-faire et vous permettre d'être beaucoup plus performant. Et il n'y a rien de plus important que le temps. C'est inestimable. C'est ce qui vous permet de faire fructifier votre business, votre entreprise. Profitez de tout ce qu'il peut y avoir à côté, notamment votre famille. C'est pour ça qu'aujourd'hui en France, plus d'une entreprise sur 8 se crée avec l'aide de Legal Place. C'est simple, vous avez plusieurs questions, vous répondez à ces questions concernant votre entreprise, vous sélectionnez la formule qui vous convient. Au moment d'arriver au paiement, vous vous assurez de bien mettre le code CAMPO15 pour bénéficier d'une réduction de 15%. Et oui, c'est ça, Campo vous permet de franchir le cap, d'être accompagné dans la création de votre entreprise et de gagner du temps. Vous avez toutes les informations dans le lien qui apparaît en description et dans le QR code que vous avez maintenant. Une fois votre compte créé, vous envoyez toutes les pièces justificatives et Legal Place s'occupe de tout. Dépôt des statuts, vérification administrative de toutes les informations, aide au dépôt de capital et à l'immatriculation de votre société. Et Legal Place vous propose même un accompagnement au niveau de la comptabilité, devis, facture, déclaration fiscale, tout y est. Entreprendre, c'est apprendre très vite à déléguer. Merci à Legal Place de nous avoir accompagnés sur cet épisode de Campo. L'Angleterre, t'as parlé des joueurs. Je vais rester que sur les avant-centres pour commencer. De ton époque. Tu vois, je vais même pas... allez, je vais parler des joueurs offensifs. Parce qu'il y en avait qui étaient un petit peu sur les côtés, qui pouvaient jouer... Bon, Thierry Henry, évidemment, quand tu y arrives. Quelques années plus tard, à partir de 2004, il y a un certain Didier Drogba qui va arriver à Chelsea, Van Nistelrooy, que tu as bien connu à Manchester United, Sylvain Wiltord, Robert Pires, Alan Shearer, et c'est intéressant d'en parler. À Newcastle, il était Blackburn. Il avait été champion avec Blackburn. C'est le premier titre de Premier League, de nouvelle formule de Premier League. C'était incroyable d'avoir Blackburn soit champion international en anglais, attaquant de l'équipe d'Angleterre. Sylvain Wilton, beaucoup de Français, hein, je trouve. Et je vais en oublier, évidemment, Wayne Rooney que t'as croisé, Tevez ensuite, Cristiano Ronaldo. Toi, dans ce panorama, tout ce catalogue de joueurs, est-ce que tu te rends compte à quel point t'as pu marquer les générations dans le jeu où on disait Louis ça alors surtout avec Manchester United, mais avant il y avait la période avec les Frenchies, il y avait pas mal de Français du côté de Fulham. Est-ce que toi t'avais cette notion de statut que vous pouviez avoir, vous, les attaquants, les locomotives du championnat d'Angleterre? Pas forcément. Alors c'est pas par manque de prise de conscience, c'est juste on est focalisé sur le résultat, on est focalisé sur plein de choses, mais de se dire ouais tiens, par rapport à ce rôle là, je pense pas. C'est une question que tu viens de me poser, que est-ce que je peux y répondre? Je suis pas sûr. Ce qui est des joueurs que tu as cités, c'est des joueurs références. Donc j'arrive et je regarde comment ils jouent, comment on peut justement apprendre de leurs mouvements, de leur agressivité. Donc tout ça, c'est ce rôle de numéro 9, il était très particulier, il est toujours, mais il est en train de mourir. Et si pas en train de mourir, il est en train d'être cantonné à plein d'autres choses que j'apprécie un peu moins bien. Donc c'est vrai que c'est une période où ce rôle de numéro 9, il est quand même bien défini. Tu as des joueurs que tu as cités, Alan Shearer, Duncan Ferguson, c'est les deux joueurs pour moi référence au départ, parce que j'arrive dans un club. Duncan Ferguson, je crois que c'est un des purs joueurs football manager, ceux qui ont joué à cette époque-là, quand t'allais le chercher. Mais tu savais ce que t'avais, pas encore cher, il était peut-être un petit peu trop cher, un peu plus cher que Ferguson, mais quand tu prenais les équipes, tu savais que c'était ce genre-là qu'il fallait aller chercher. Ouais, c'est joueur très physique. Alan Shearer fait à peine 1m80. Mais de la tête, il n'y avait aucun défenseur qui était beaucoup plus grand que lui qui lui prenait la balle. Je comprenais pas. J'arrivais, je me dis, mais attends, comment il fait? Eh ben, son jeu
est basé sur l'anticipation, sur le contact qu'il a avec le défenseur. Donc lui, c'était pas un joueur fuyant. Donc j'ai commencé à comprendre ces joueurs-là. Donc là, tu m'as cité un Robert Pires, par exemple, ou même un Nino Wiltord. Pour moi, c'était des joueurs qui étaient capables d'être à la fois très au contact, mais jamais tu peux les attraper. Donc c'était des joueurs qui étaient capables de jouer dans les espaces et ça, cette appréhension, cette compréhension, pardon, de mon rôle de numéro 9, c'est au fil des années. Vraiment, j'ai commencé à comprendre. Didier Drogba, vraiment, lui est très complet, tout ça et tout. Et moi, je veux jouer un peu plus sur les côtés de temps en temps, revenir un peu au ballon et partir dans les espaces, proposer quelque chose de très difficile à lire. Donc le numéro 9, aujourd'hui, a, je pense, moins de modèles. Parce que le modèle, on va dire, Guardiola a changé ce rôle-là. Jouer sans neuf. Jouer sans neuf, jouer un peu à la barcelonaise aussi, jouer sans neuf avec le rôle qu'on connaît, hein, que ça soit pivot, que ça soit joueur capable d'aller dans les espaces et de provoquer vraiment la zizanie par rapport à son anticipation dans la surface. C'est en train de mourir. C'est des joueurs qui donnent un peu l'espace aux ailiers. Et ça me dérange un peu parce que c'est pas la même nature de population dans la surface. Donc c'est beaucoup de possession qui fait que c'est plus les arrières d'ailes limite qui centrent aujourd'hui. Donc t'imagines bien que on est avec peut-être 5-6 joueurs dans cette surface, alors qu'avant on jouait avec une transition qui était beaucoup plus rapide. Donc ce rôle de neuf vraiment qui est en train de mourir, moi ça me tue, ça me chagrine, ça me chagrine. C'est vrai, on sent de l'émotion. Ouais, parce que le David Trezeguet, ouais, c'est ces joueurs-là où quand ils arrivent à faire cette finition dans cette surface-là, de cette manière-là, avec une pureté dans le centre, ça se perd aujourd'hui. Un Van Nistelrooy. Alors là, j'en parle souvent parce que c'est une référence pour moi. Quand j'arrive à Manchester, je regarde ce joueur à l'entraînement, ce qu'il était capable de faire à l'entraînement et qui était capable de se concentrer juste sur un rôle de numéro 9, c'était incroyable. Parce que c'était vraiment un joueur qui était capable de tout faire. Marquer à l'extérieur, des frappes de loin, dribbler tout le monde, pas perdre un ballon dans un entraînement, petit terrain. Hein. Petit jeu, il perd pas un ballon. Physique, fuyant, à un moment donné, il te met le coup d'épaule, après il part dans l'espace, il te met l'épaule, tac, il te laisse passer le ballon, il savait tout faire. Et au match, transformation. Et les yeux grands ouverts comme ça, et c'est parti. Là, c'est un tueur. Le ballon va frapper le poteau, c'est le premier à réagir. Tous les gammes du numéro 9 vont Nistelrooy. Surface de réparation. C'est un tueur. Il s'intéressait plus à ce que tu voyais, toi, à l'entraînement. Son objectif, c'était la surface. Ah ouais. Vraiment, il switch. Ce que je voyais à l'entraînement, cette capacité à justement pas perdre un ballon. Alors, avec des défenseurs, que je dis super agressifs derrière, à l'entraînement, t'avais Vidic, Rio Ferdinand. T'entraînais contre Vidic et Ferdinand. Voilà, tous les jours. Donc ça, c'est en termes de progression, t'as rien de mieux. Et justement, tu voyais Van Nistelrooy pas se balader, mais vraiment être le master de comment jouer ce rôle de neuf dans toute situation. Et quand je découvre cette capacité-là, je me dis, j'ai du travail. Tu parles avec lui, tu demandes des conseils, on est comment dans un vestiaire où c'est un peu, je vais pas lui demander un conseil, on peut être concurrent, c'est quoi la relation? Ouais, c'est marrant, ouais. Ça aussi, j'ai jamais posé la question de cette manière-là. Je pense qu'on gratte, t'as vu? Ouais. On chope les informations sans lui demander, sans lui dire. Mais en même temps, je pense qu'il y a beaucoup de choses qui se font naturellement. Par exemple, avec Rooney, c'est complètement différent. C'est un joueur qui le fait tellement bien, il te regarde, il t'analyse et il te complémente. Tac, par rapport à toi. Voilà, direct. Selon ce que tu vas faire. Selon qui t'es, Rooney, il s'adapte. Et t'as rien à faire. Et là, tu te dis, wow. J'avais des problèmes pour faire ça et j'avais ce souci au niveau du pressing et tu t'aperçois qu'il y a une ombre derrière toi et voilà, c'est vraiment incroyable. Et je pense qu'on essaye, que ça soit Tevez qui a un style complètement différent, Alan Smith ou Solskjaer, tu prends de la manière dont ils vont se déplacer, donc de tirer entre les jambes pour Solskjaer, Tevez fuyant aussi, mais capable de changer de rythme
et de t'amener vraiment dans un peu comme un Messi, mais dans une position qui va te déstabiliser et hop, il est parti. Tout ça dans une surface. Hein. C'est des joueurs hyper intelligents. Apprendre tout ça et de se dire bon tiens ça va me correspondre parce que tu peux pas copier un Cristiano Ronaldo ou un Rooney ou autre. Tu peux pas juste copier. Tu dis ouais, tiens ça il faudrait que j'arrive à le choper, voir un peu si ça me correspond. Tu peux pas je sais pas, tu peux pas changer ta raquette. Comme tu joues au tennis, ça va te perturber, donc il faut vraiment que tu t'adaptes. Quel est le plus fort avec qui t'as joué? Un numéro 9 ? Ouais. Wayne, si on peut le dire numéro 9, parce que c'est quand même plus un numéro 10, mais numéro 9 pur, pour moi, Van Nistelrooy, c'est incroyable. C'est le must killer et celui qui a le plus de qualité, vraiment, de numéro 9 en termes de mentalité. Ouais, la mentalité, il est extrêmement agressif, peut-être même méchant. Et je dis, hein, si on met dans une surface 10 ballons, il t'en met 9. Il t'en met 9 et il veut en mettre 11. Et voilà. Ah oui, d'accord. Il a ce côté... Ah ouais. C'est un ogre et c'est une mentalité que je n'avais pas du tout. Que je pense pas avoir pu égaler, ça c'est sûr. T'as essayé? Ouais, j'ai essayé. De l'apprendre, cette mentalité, de forcer un peu ta nature? Complètement, ouais. Il faut forcer sa nature parce que c'est dans une zone de confort. Rude voit des situations que je ne voyais pas et ses yeux sont virés sur justement le mouvement de l'équipe et où est-ce qu'il va être le mieux positionné et tout. Et on le voit. S'il y a un ballon qui va rebondir, ça va sur Rude. Mais c'est pas le hasard. Et c'est pas le hasard. Il le provoque. Non, pas du tout. Et ça, c'est du travail que, avec des années et des années, tu ne peux que l'avoir en le voyant s'entraîner. En le voyant jouer constamment et tout ça, c'est pas facile. Alors même en discuter, je pense que même s'il te dit ouais tiens je fais ça comme ci comme ça, lui-même il sait pas. Il a un instinct, il a un don du buteur. Et c'était assez incroyable. Mais j'ai essayé et tu peux prendre de petits trucs comme ça, mais c'est très dur. Et avec qui est-ce que t'as le plus kiffé jouer? Le premier qui me vient en tête, c'est forcément Paul Scholes. Parce que, en termes de connexion et sans langage, vraiment, Paul est capable de vraiment te donner le ballon là où tu veux, là où t'as même pas pensé. C'est à ce point-là, le mec, il est capable de sentir que t'as commencé à courir et le ballon va t'arriver, quoi. Et j'ai des images dans la tête, je me dis, c'est pas normal. À l'entraînement, en match, pour moi, ce mec qui est, je le répète, pas forcément un phénomène physique, technique, c'est pas un dribbleur, c'est pas quelqu'un qui est puissant, qui a de la force ou qui va sauter très haut. Donc physiquement, c'est un 5 sur 10, quoi. Vraiment, il est très moyen physiquement, il a pas d'endurance et tout, mais son cerveau, il vaut 20 sur 10. C'est trop. C'est une vision incroyable et ça te donne du plaisir parce que comme je le vois aujourd'hui un peu avec Manchester United qui redonne ce petit avantage de quelques secondes à ses attaquants, on l'avait perdu ça. Les joueurs se sentaient toujours avec des prises à deux, toujours avec beaucoup trop de réflexion pour pouvoir créer quelque chose. Ce joueur-là, lui tout seul, il te donnait ses 4-5 secondes limite. Tu sentais que voilà, les défenseurs peuvent faire ce qu'ils veulent avec le système qu'ils veulent. À un moment donné, il va te donner cette opportunité-là. Donc j'ai kiffé et forcément, comme je te disais, le fait d'avoir une ombre derrière toi qui est Wayne. Ouais, Wayne Rooney, dans ce milieu de terrain, dans cette partie du terrain qui est extrêmement condensée, qui demande beaucoup de concentration et qui te demande aussi de créer dans des moments chauds. Wayne, c'est vraiment, il est underrated, vraiment. Sous-estimé. Ah, complètement. Complètement. C'est la position la plus dure, c'est d'avoir de l'intensité dans son jeu et de pouvoir créer à n'importe quel moment. Et lui, il est capable. Voilà. Aujourd'hui, il n'y a pas beaucoup de joueurs qui sont capables de te mettre du volume. Donc, il y a eu des Steven Gerrard, des Lampard et tout ça et tout. Mais avoir cette qualité-là dans le jeu, dans l'agressivité et de pouvoir amener autant de finition, les deux sont extrêmement difficiles. T'as cité des noms quand même, ils sont tous avec l'équipe d'Angleterre à l'Euro 2004. Vous les jouez avec l'équipe de France. Le fameux 2-1 sur le premier match avec le doublé de Zizou, le penalty manqué par David Beckham. C'est Barthez qui l'arrête. Ouais, c'est Rooney qui marque le 1-0.
1-0, je crois. 1-0. Il y a 1-0 pour l'Angleterre. Là, c'est la surprise, hein, Wayne. Hein, quand il arrive, il fout le bordel. T'es pas encore à Manchester, t'arrives l'été d'après. Exact, ouais. T'es pas encore son partenaire. Non, pas du tout. Hein. Mais l'admiration, elle est là déjà. Et là, tu vois déjà qu'il a un truc. Il est tout jeune, et puis il a cette tête, ce look, cette dégaine, un peu footballeur à l'ancienne, déjà en 2004. Mais incroyable, quelle équipe d'Angleterre. Ouais, c'est vrai que cette équipe, elle est incroyable. Et en même temps, on ressent un dilemme quand t'as trop de qualité. Quand tu joues contre eux, tu le ressens? T'as trop de qualité, bon, pas qu'ils se ressemblent forcément, mais comme un mauvais aimant. Tu vois, il y a un truc qui va pas. Donc quand t'arrives et t'essayes de regarder cette association Lampard-Steven Gerrard, et il y a un truc qui va être un peu un conflit, pareil avec Paul Scholes. Donc tout ça, c'est dommage, parce que ces joueurs incroyables avec David Beckham, ils ont jamais réussi à vraiment être complémentaires. Vous aviez bien carotte avec l'équipe de France. C'était le but. On va revenir tout à l'heure à l'équipe de France. On n'a même pas parlé de Ronaldo. Tu te rends compte, dans cette période, on parle du foot anglais, on parle de Manchester United, et on parle même pas de Cristiano Ronaldo. C'est fou, hein, parce que même quand on parle du numéro 9 aujourd'hui, je pense que c'est lui qui a changé le football. Le rôle de numéro 9 a changé à cause de Cristiano Ronaldo. Cristiano Ronaldo, qui est un ailier au départ, qui crée énormément de situations pour lui et pour les autres. Et au bout de 2 ans, il commence à marquer des buts avec Manchester, toujours sur son côté. Hein, et au fur et à mesure, ce rôle a été pris par tous les ailiers du monde. Et ces joueurs-là, maintenant, qui marquent le plus de buts, alors peut-être Haaland, exception, mais Cristiano, pour moi, a changé le football. La manière de penser, la manière de voir son rôle sur le côté. Moi qui avais démarré ailier pour finir numéro 9 parce que je voulais marquer des buts, lui, il a vraiment changé ce système avec sa mentalité. Ce joueur qui commence à comprendre qu'il est injouable, qui commence à comprendre qu'il a l'opportunité de jouer tous les rôles, donc tu vas sur le côté gauche, droite ou autre, et il va te mettre la misère. Mais après, il y a un épisode pour moi qui m'a montré qu'il était capable de jouer à tous les postes. C'est ce but contre la Roma. Pour moi, quand il met ce but en Champions League à l'extérieur, à l'Olympico, le fait qu'il s'engage dans un centre en retrait, dans une surface qui était bondée de monde, hein, et qui vient de 20-30 mètres, il fait un sprint, hein, et je vois ça live, je suis choqué. Parce que là, tu le vois... je le vois arriver, et physiquement, ça, c'est la mentalité du numéro 9. Je veux dire que moi, je voyais des joueurs comme Duncan Ferguson, qui est vraiment typique anglais, agressif, qui pourrait jouer avec un bandeau, la cicatrice et tout. Et je vois Cristiano, le beau gosse, qui fait vraiment attention à ses mèches et tout ça et tout, qui font vraiment et tout, et qui rentre dans l'art. Et il défonce tout le monde pour marquer ce but-là. Même lui. Et j'ai dit là, non. Là, franchement, j'étais choqué. Choqué. J'ai dit, c'est pas possible. Et il a sauté, mais à une hauteur, mais laisse tomber, mais il est parti en mode Michael Jordan. Quoi. Jordan, ce que j'allais dire. Et puis avec toutes les têtes, quand il reste très longtemps en l'air. Exact. Et qu'il la mais les gens réalisent pas. Ça, c'est impossible. C'est impossible. Parce que le timing du centre et tout, il faut avoir déjà dans sa tête une agressivité, tu peux même pas imaginer. Et te dire qu'en gros, s'il y a un seul défenseur qui te prend, tu vois, au même moment, tu te tues, quoi. Ouais, il va à fond. Et tout. J'ai dit, là, non. Pas lui, quoi. J'ai beau gosse, tout, qui fait vraiment attention. Et j'ai dit, si lui, là, ça, c'est mort. Il est injouable. J'appelle Titi. Et je lui dis, lui, il va tout péter. Je lui dis, lui, il va tout péter.
C'est une machine. À l'entraînement, tout ce que tu vois en termes de mentalité. C'est quand les gens disaient, oh, il fait 1000 abdos par jour, pour qui il se prend, il fait... Il est loin. Bien que c'était ça, les phrases. Il est loin. Les gens se moquaient un petit peu de ça en disant, mais Playboy, tu veux des abdos? Non, c'était pour sauter, rester en l'air, comme tu as dit. Il faisait tout. Il avait déjà, je sais pas, c'est peut-être l'un des premiers à avoir peut-être son coach ou des gens qui est vraiment avec cette mentalité d'optimiser son corps, mais optimiser son mental, optimiser vraiment sa stabilité, en fait. Parce que le mental, c'est quelque chose qui est hyper important, mais il faut vraiment le comprendre. Parce que on te dit, oui, fais ci, fais ça, mais si tu comprends pas, je pense que lui, il a très vite compris. Parce qu'on peut parler, moi, on m'a donné plein de conseils, on m'a dit, ouais, fais ci, fais ça et tout, mais tu digères pas bien le truc, tu sais, quand t'es jeune, t'as besoin de preuves. Lui, il a compris. Ah, ok, d'accord. Tac, il le fait. Tac, on lui dit peut-être, je sais pas, une fois, c'était 1000 abdos qu'il faut faire. C'est bon, il est parti. Et hop. Alors moi, je vais dire, attends, comment ça, 1000 abdos? Attends, j'ai mal au ventre. Arrête. Tu vois, besoin de preuves. Et lui, il est parti. Ah, 18, 19, tu peux pas le rattraper. Il était dans la mentalité à la Kobe Bryant. Et dans son relationnel? Je pense qu'il faisait déjà attention parce qu'il savait que lui, ça allait être mode David Beckham. Donc il était obligé d'être un peu, pas sauvage, mais faire un peu attention à ce qu'il dit, ce qu'il représente. Donc, et avec vous dans le vestiaire, parce qu'il y a des personnages quand même. Ouais. Tu parlais des joueurs tout à l'heure. Tu rentres dans un vestiaire avec Paul Scholes. Il y a Roy Keane encore. Quand toi tu arrives, alors il y a encore Roy Keane. Mais moi j'imagine les discussions Roy Keane, Cristiano Ronaldo. Quand il arrive avec le gel, avec les discussions. Non, c'est marrant parce que Roy, il était dans une transition aussi, dans le sens où il savait qu'il y avait plus ou moins une jeunesse qui arrivait ou plus ou moins des étrangers qui arrivaient, que le style de la Première Ligue, elle était un peu en train de changer. Il le sentait. Et il s'est dit, ouf, moi aussi, il faut que je m'adapte. Et il a commencé... Un peu d'eau dans mon vin. Exact. Il a commencé à essayer d'être, on va dire, voilà, calme. C'est un peu le mot. T'as dit, il a essayé. Il a essayé, c'est sûr, parce qu'à un moment donné, ça a pété. Mais c'était quelqu'un qui a beaucoup d'humour, qui est franc-parler, forcément, hein, mais qui est là quand même pour faire gagner son équipe. Et ça colle, forcément, parce que Cristiano, lui, c'est ce qu'il veut. Donc, il y a jamais eu de problème. Le seul problème, c'est comment ils veulent gagner. Et c'est vrai que cette génération, Paul Scholes, Giggs, Roy Keane, même Rio Ferdinand, tout ça, c'était vraiment l'ossature du club. Et de voir justement ce petit étranger, beaucoup plus technique que les autres, beaucoup plus beau que les autres, beaucoup plus style, tu vois, il a vraiment ce style bien à lui et ce mental. Donc, même s'il va t'écouter, le critiquer, et dire oui, t'as pas fait ci, t'as pas fait ça, et tout. Je dis pas ça rentrait d'une oreille, ça sortait de l'autre. Mais tellement il avait confiance en lui, il dit écoute, tu peux parler, mais tu peux pas faire ce que je fais. Il disait ça? Dans sa tête. Ah oui. Et dans son jeu, il dirigeait plus ou moins son attention sur ses qualités. Il a pas le temps avec ce que toi tu dis oui, pressing, nanana et tout. Il entend. Parce que c'est un groupe, c'est un joueur d'équipe et tout. Mais son focus, c'est comment marquer. Comment mettre le feu à la défense. Point. Et quand il a cette force-là, à 17-18 ans, parler à des tauliers, comme on a cité, Scholes, Giggs ou autres, même des mecs comme West Brom, qui sont vraiment des gens locaux et tout, il respecte, mais te dit, ici, c'est moi le plus fort. Et là, t'arrives, tu dis, waouh. Et il l'assume. Et il sourit pas, hein. Il est sûr de lui. Toi, t'es là, t'as plus d'expérience. Tu sens quand même que t'es respecté, que t'es un peu écouté et tout. Envie de lui dire. Et là, tu lui dis, oh, vas-y, calme-toi un peu quand même. Non, il te regarde, il est sûr de lui. Donc son relationnel, il va avec ses ambitions. Et quand il va pas perdre son temps, ou rigoler, ou truc, si limite, ça va pas dans la direction de la performance, et de la haute performance. Et peut être que admiratif. Oui. T'as dit Kobe Bryant tout à l'heure. Ah, Michael Jordan sur la détermination
du champion. On va parler tout à l'heure de l'aspect mental, de tout l'accompagnement. C'est très intéressant, notamment dans ta réflexion personnelle et ton chemin personnel. Dans cette période-là, au foot anglais, les caractères m'ont toujours marqué. Ryan Giggs, évidemment, mais Ferdinand, Scholes, Roy Keane, mais les adversaires aussi. Tu joues contre, à l'époque, c'est le grand Chelsea. Le Chelsea de Mourinho, quand il arrive en 2004, après avoir gagné la Champions avec le FC Porto, en vous éliminant, enfin, les trucs avec Manchester United, à ce moment-là, déjà, la dualité avec Sir Alex Ferguson. Mais t'as encore Arsenal, t'as encore tous ces moments-là, tu vois, quand je te parlais de Premier League. On a vu les images de Manchester United, Arsenal, Patrick Vieira contre Roy. Tu as connu ces moments-là. Quel kiff ça doit être. Non, c'est énorme parce que ces images, elles restent. Tu les as vues, les embrouilles? Oui, mais c'est l'émotion qui est dégagée, elle est tellement authentique. Elle est capable de vraiment bercer des générations et des générations. Juste ce moment-là, on en parle encore aujourd'hui. Parce que je pense que ce football-là, avec ces types de caractères-là, on va pas forcément les retrouver parce que le football a été un tout petit peu coucouné ou aseptisé. La technologie a pas forcément fait le rôle qu'on voulait lui accorder, tout ça. Le bénéfice n'est pas forcément top. Donc on perd en agressivité. Si je me fais l'avocat du diable, il n'y a plus les tacles de Vieira sur Roy Keane, les tacles de Roy Keane sur Vieira. Alors eux, ça les dérangeait pas tous les deux, mais au moins ça protégeait tous les autres. Keown du côté d'Arsenal. D'Arsenal, moi je me rappelle du maillot où il joue en jaune, vous jouez en rouge avec Vieira. À l'engagement, je crois qu'il y a déjà des embrouilles quand Van Nistelrooy rate le penalty. Exact. C'est énorme. Et c'est dommage de perdre ces images-là. Au fur et à mesure, l'aseptisation de notre football, il me dérange. Justement, j'ai un peu décroché pendant un petit moment à cause de ça. Tu comprends ce qu'a dit Gullit quand il dit « je regarde moins les matchs parce que je m'ennuie ». Ah oui, forcément. Ouais. Oui, je suis Par rapport à ça, au-delà du jeu et des buts, ça te manque? Tout ce côté authentique, en plus la Première Ligue folle. Ça me manque, ouais. Ouais. Moi, je pense que tous ceux qui sont dits amoureux du football ressentent la même chose. Alors, on avait peut-être, peut-être un nombre plus important de très grands joueurs, des noms que tu vas te rappeler, des générations et des générations, qu'aujourd'hui, c'est pas tout à fait la même chose. Pourquoi, je ne sais pas. Tu vas avoir des moments comme ça, mais vraiment, en termes d'émotion, incroyable. Le couloir d'Old Trafford. Des choses. Le couloir d'Highbury. On oublie la pizza de Fabregas. La pizza de Fabregas. Non, je connais pas cette histoire. Je t'assure que je connais pas cette histoire. Checker. Il a reçu une pizza dans la tête. Il a jeté une pizza sur Alex Ferguson. Attends, tu dois me raconter. Je te promets que je connais pas cette histoire. Je connais des gifles au Vélodrome, des gifles dans d'autres Non, je te promets que je la connais pas. Ouais, voilà, dans les couloirs, en fait. Ouais, pas au match. Je sais pas, vous êtes tellement capables, et ça, vous étiez tellement Non, c'est après le match, mais ces éléments-là, ils ont fait le tour du monde, comme je t'ai dit. C'est forcément vraiment des moments clés pour créer une rivalité énorme. Alors, il faut des fois des gens fous, il faut des gens passionnés. Comment il réagit, Ferguson ? Je me rappelle plus vraiment comment il a réagi, mais en tout cas, c'est des éléments qui ont été niés pendant longtemps de la part de Fabregas, et il a regretté après. Et le match d'après ? Ça fait partie des éléments qui vont faire. Oui, c'est un peu le but, c'est de se faire respecter. Donc tu vas avoir des commentaires de Patrice Evra qui va dire de toute façon c'est une académie, tout ça. Donc c'est des éléments où on se revoit les pics avant les matchs. Les boys, les babies et tout. Donc il y a toujours eu cette rivalité. C'est vrai que moi dans ma famille, on avait du mal pendant un moment parce que nos commentaires venant de France, ils étaient toujours mauvais, on comprenait pas. Manchester, on parlait jamais vraiment de Manchester. Et plus de Français Arsenal. Donc Arsenal a toujours été un peu
avantagé et ça dérangeait. Mais en même temps, nous, en tant que joueurs, on avait une vraie appréciation par rapport à ce que les Frenchies et Arsenal amenaient au championnat. Respecter cette année incroyable qu'ils ont eue. Mais ça entachait quand même ce si côté... Si vous aviez pu leur prendre l'invincibilité... complètement. Vous l'auriez fêté comme le titre. Complètement, ouais. C'est extrêmement dur ce qu'ils ont fait. C'est invincible, une saison sans perdre un match. C'est incroyable. Et je peux comprendre cette année-là parce que vraiment, ils avaient tout. Ils avaient vraiment tous les éléments pour pouvoir être costauds. Il y avait des matchs qu'ils devaient perdre, ils ont gagné. Franchement, c'était une année incroyable. Et puis, il y a des gens dans cette équipe d'Arsenal que tu connais, avec qui t'es ami. C'est Thierry Henry, Robert Pires. Je crois pas que t'es ami sur le match. Il n'y a pas d'amitié. Non, mais en dehors, je parle. Ouais, mais... Vous vous appelez ou pas la semaine avant le match? Non. Non, même pas. Mais et après? Après, ouais, tu peux... tu arrives, tu vas dans le salon, t'en discutes, tout ça et tout. Au moment du couloir? Ouais, tous ces éléments, tout ça, t'oublies. Ah, il n'y a même pas de... Non, mais en fait, je comprends. J'ai vu, c'est Roy Keane, justement, qui disait tous ces accolades, tout ça. Avant, il n'y avait pas forcément tous ces trucs-là. Lui, ça le saoule. L'accolade avant le match. Ouais, c'est un truc qui... Vous n'étiez pas rentré une fois? Ils avaient mis trop de temps. Et voilà, il est rentré. Voilà, il a ce côté très old school, mais protecteur de ces valeurs-là. Et c'est vrai que je pense que pour aborder un match avec une certaine agressivité, tu peux pas faire copain avant le match, quoi. Mais dans le couloir, oui, tu te serres la main. Oui, tu te serres la main. Pas d'accolade. Ouais, vite fait, quoi. Mais c'était toujours discret. Si, il y a le capitaine, déjà... Non. Il y avait obligatoirement ce rôle. Quand tu joues contre Arsenal, si t'es pas agressif, tu perds. C'est aussi simple que ça. Donc il fallait, on va dire, pas jouer comme si on était Stoke ou ces clubs qui étaient connus pour être hyper agressifs et qui les mettaient en danger. Nous, il fallait on s'adapte un peu à ce truc-là et qu'on joue notre jeu. Mais il fallait qu'on soit méchant. Fallait pas, t'as vu les potes, les trucs, tout ça. Non. Fallait qu'on rentre dedans. Et si tu mets un coup à 1 pendant le match, il n'y a pas de relevage, tu relèves personne. Ça fait partie de la... Mais vous parlez pendant le match? Non, pas forcément, c'est la politesse, on va dire voilà, bon, vas-y. Mais j'ai pas de souvenir avec les joueurs d'Arsenal ou même d'autres joueurs de dire ouais, on est bon enfant parce qu'on se connaît. Non, on va au match. Ah ouais, c'est la guerre. Moi, j'avais besoin de faire de la boxe le jour d'avant. Plus méchant, Louis. Bah justement, je suis obligé de me mettre dans un rôle. C'est vraiment, t'as deux personnages. Quand t'arrives, t'es sur le terrain, il faut que les gens te respectent. Parce que si t'es un attaquant et les mecs sont beaucoup plus grands que toi, si t'arrives, t'es gentil, caca et tout ça, alors là, c'est de l'invitation. Ils vont te rentrer dedans et tout. Campbell. Ouais, voilà. Défenseur d'Arsenal, dans cette époque-là, tu sais que t'es obligé. Tu montes sur le ring. T'es obligé. Tu ne peux pas aborder un match si tu veux être dangereux. Il faut que, selon tes capacités, tes qualités, t'arrives à être peut-être au-dessus de ça. Ça suffira pas, tes qualités. Donc il faut que tu sors de ta zone. Et moi, j'avais vraiment besoin de ça. Donc cette agressivité que j'arrive à exprimer lors de mes petits sparring et tout, tac, je visualisais les défenseurs et j'arrivais au match, j'étais prêt. J'étais prêt parce que je sais que quand il y a un duel, c'est pas ma première préoccupation, mais il faut que je sois capable de gagner les 3/4 de mes duels. Ça faisait partie de ma préparation. C'était obligatoire. C'est pour ça que dans ce rôle d'attaquant, je reviens au rôle du numéro 9, toi tu pouvais prendre la profondeur, tu pouvais être sur les côtés, tu pouvais être le point de fixation, tu pouvais être l'attaquant de la surface de réparation. Est-ce que t'as pas été, tu as parlé tout à l'heure de Paul Scholes, de Wayne Rooney, est-ce que toi t'as pas été sous-coté et sous-estimé quand tu regardes un petit peu? Je crois pas, parce qu'en fait, ce qui m'est arrivé, surtout à Manchester, j'ai eu tellement de blessures au moment à chaque fois je commençais à progresser que je comprenais que j'étais jugé à ce niveau-là parce que j'ai pas pu aborder cette deuxième étape quand tu fais 2-3 années d'affilée, tu sais, tu t'as guéri. Ils se disent il est trop fragile ou il est trop blessé. Il y avait peut-être ça, tu vois. Donc dans une carrière où tu arrives, tu fais 5 ans dans un club, si tu perds 1 an au total de toutes tes blessures et que tu remontes, tu descends,
Tu peux pas atteindre ce niveau-là. Donc, je pense avoir eu du respect. On m'a donné du respect et tout, mais pas celui que je pense. Voilà, en termes de potentiel, j'aurais dû faire un peu mieux. La relation avec Ferguson, Très bonne, très bonne. quand il te recrute, comment c'est lui qui t'appelle, c'est lui qui te... Ouais, il m'appelle et il me fait passer un message assez clair dans le sens où c'est le style de joueur, c'est le style voilà de mentalité. Donc c'est quelqu'un où le club aussi font hyper attention à ce que tu fais, ce soit sur le terrain mais en dehors aussi. Donc ça collait. Donc quand t'entends ça, bah, personnellement tu voles. Hein. Ferguson. Voilà, c'est la légende. Hein. Pour moi, il y a rien de mieux. T'es un peu sur un nuage, mais t'es jamais vraiment. C'est comme si tu disais, en gros, tu vas jouer au loto. Tu dis, bah, est-ce que vraiment t'as gagné la cagnotte? Tu vois, tu t'attends, tu veux signer, tu veux être là. Et c'était un peu ça. Et en fait, je me suis reblessé à un moment donné après avoir parlé au coach, et ça a pris un peu de temps avant que ça se concrétise. Mais la relation, elle a toujours été. C'est quelqu'un qui m'a donné cette confiance-là et me l'a jamais enlevée. Même Donc, quand t'étais blessé, ouais. il a pas douté. Jamais. Il parle avec toi, il est... Ouais. Il savait prendre la distance au bon moment et te faire comprendre que t'es limite son petit-fils au bon moment. C'est quelqu'un qui est hyper intelligent. Man management, c'est sa première qualité. Et sa deuxième qualité, forcément, c'est de te faire ressentir ces choses-là comme s'il n'était pas seulement sur un terrain. C'est toutes ces dispositions, c'est de se dire que en fait, je suis en train de construire un citoyen. Et moi, j'ai toujours adoré ce truc-là parce que au-delà du foot. voilà, c'est au-delà du foot. Le courage, les responsabilités, le fait de show up quand on est en difficulté, tu vois. Voilà, donc tous ces éléments-là, tu te dis, bah attends, il m'a pris dans ce club parce que j'avais des qualités et il a confiance. Je te mets, je te dis que t'es capable. Tu dois le faire. Tu dois pas te cacher. Si tu te caches, c'est là les problèmes. Là, et lui, c'était vraiment quelqu'un d'entier et pour ça. Je le remercie encore aujourd'hui hein, parce que c'est ma référence par rapport au fait que quand tu gagnes quelque chose et après tu repars au boulot, ça vient de lui. Tu dis si tu te caches, il préfère que tu rates, au moins t'assumes d'être là. Ah, c'était un attaquant, donc il a toujours pris des risques, il a toujours été un créateur. Donc de ça, il comprend ma position. Des fois, tu loupes un contrôle, tu loupes une frappe, ça peut arriver. Lui, il comprenait ça. Donc peut-être d'autres entraîneurs qui peuvent être des milieux ou des défenseurs, ils abordent le truc un peu plus rigidement. Lui, il y avait vraiment cette compréhension et ce respect de la prise de risque. Ce qu'il aimait pas, c'est le fait que t'aies peur après. Que tu te caches donc moi j'ai vu pendant des années là où je regardais Manchester jouer, je voyais tellement de joueurs qui faisaient ça, qui vraiment avaient peur. Et ça fait justement partie des valeurs que je disais qui avaient disparu dans le club. Et qui reviennent, que tu sens revenir. Voilà, je sens revenir. Donc cette relation avec ce coach, c'est ce qu'il a fait gagner autant. C'est la relation qu'il avait avec ses joueurs, cette communication de transcender les joueurs par rapport à ces valeurs là humaine de citoyen, c'est ça qui fait la différence. C'est pas forcément, on est tous des bons footballeurs à un certain niveau, tu sais, tu contrôles, tu passes, tu cours, t'as cette analyse de jeu et tout, ok. Mais c'est ta prise de décision. C'est si tu restes mentalement dans un seuil de doute trop longtemps, tu perds tes moyens. Et lui, là, non, t'es pas en Afghanistan. T'es sur un terrain de football. On est là, je t'ai fait confiance. Allez. Aujourd'hui, tu vas marquer, et le moment où t'es vraiment pas bien et tout, mais c'est là, il est encore plus fort. C'est là où vraiment il te dit, mais t'es un phénomène. Et là, toi, tu reprends tes ailes et tout, et c'est ça qui est incroyable. Et le jour où tu vas croire que, je sais pas moi, un Giggs ou un Scholes, ils vont passer à travers de toute critique parce que c'est des phénomènes, il va leur rentrer dedans. Ah, même à Scholes, Giggs. Il va rentrer dedans. Et il te dit, ouais, reste sur tes pieds, tes doigts de pied là, mon gars. Faut que tu bosses. Tout le monde, même enseigne. Donc t'es jeune, t'es vieux, il va avoir ta formule. Même avec Roy Keane. Il va avoir sa formule, elle va marcher. L'intelligence. Il est très intelligent. Alors jusqu'au moment où, par rapport au seuil de respect, tu vas passer la limite, là tu vas sauter.
Ah, t'as déjà vu des mecs se disputer avec lui, Oui. pas répondre, mais échanger. Oui, échanger, répondre, ils vont tous avoir du caractère et tout, des égos et tout. Ça reste pas longtemps, parce que c'est lui le boss. Mais ceux qui restent longtemps dans cette zone, ils dégagent. Moi, je trouve que sur le banc, t'as besoin d'une aura comme ça, qui a de la force, qui dégage quand même autant la sérénité, mais autant la force et la peur. Donc, je trouve qu'il a un très bon équilibre. Par exemple, à comparer entre les deux, ceux qui étaient de Mourinho, par exemple, c'est quelqu'un qui montrait plus de peur à ses joueurs. Et peut-être que ça peut Ses brider réactions. ça. Voilà, tu vois, ça pouvait peut-être plus brider. Je sentais cette force-là avec sur Alex Ferguson, mais je ressentais pas la peur. Il y avait plus du respect ou prise de responsabilité. Ces mots-là, ils faisaient écho avec moi. Ouais. T'es très au fait de l'aspect mental, de la gestion des émotions, et on aime bien dans Campo échanger sur ces thèmes-là. Et toi, tu l'as aujourd'hui, peut-être encore plus que beaucoup de personnes sur l'aspect mental du footballeur, mais de l'homme qui joue au foot aussi. Quand est-ce que tu as pris conscience de cette importance-là et qu'est-ce qui t'a permis, toi, de progresser, de bien vivre des choses, ou à un moment de mal les vivre et ensuite de les corriger? Ouais, je pense que mon arrivée à Manchester, elle a été décisive par rapport à ça. L'aspect mental, parce que la pression qui est constante à Manchester, c'est quoi cette pression? On se rend pas compte, on entend beaucoup ce mot. Ces pressions de résultats, faut être tout le temps au top? Pression de résultats, oui, mais plus pression sur la responsabilité. Chacun des joueurs a une mission et vraiment, il y a un code, en tout cas pour moi à l'époque, on avait ce code. On représente un maillot, on représente une ville, on représente... quand on va parler par exemple de l'équipe de France, on a 70 millions d'habitants, peut-être tout pour tout des fans à 200, 250 millions peut-être qui adorent l'équipe de France. Ben, il y a peut-être 1 milliard de fans de Manchester United. C'est pas pareil. La pression, tu la sens dans les journaux et les journalistes, quand ils vont poser des questions, tu sens que s'il y a un focus sur Manchester United, c'est sur le contrôle, c'est sur la phrase que tu as dite, c'est sur tous les éléments de ta vie qui va être jugé et tout. Quand tu t'aperçois de l'impact de tes gestes, du mauvais jusqu'au très bon, ça a de l'impact. Parce que quand t'es très bon, on te monte tout en haut et en fait, faut être stable, faut continuer à travailler. Et quand t'es très mauvais, faut pas y croire. Faut continuer à être dans cette zone où, t'es là pour les bonnes choses, t'as de la chance déjà, t'es privilégié. Et voilà, il faut pouvoir se parler dans toutes les zones. Parce que c'est tout le temps ou en général très extrême. Donc le mental a une vraie incidence sur tes performances. Tout le monde n'est pas armé, ni accompagné pour gérer ça. Je pense que ça s'est amélioré. Au niveau de l'accompagnement, il y a peut-être plus d'éléments qui vont te faire croire que tu es bien suivi. Mais le problème, c'est que tu vas avoir beaucoup d'éléments extérieurs, style réseaux sociaux, même au niveau de la gestion mentale par rapport à ce qui est de l'argent qui circule dans notre sport. Tous ces éléments-là amènent à croire quand même que même si tu es préparé, tu l'es pas. Même si tu te crois capable, tu l'es pas. Et que même si tes parents pensent qu'ils se sont bien préparés et qu'ils ont les informations, qu'ils ont parlé à tel et tout, tu vas découvrir tellement de choses qu'à un moment donné, tu vas devoir accepter que tu vas faire des erreurs. Et souvent, ceux qui est de l'entourage, ceux qui ont un rôle, se cachent derrière ce monde et cette industrie qui est, voilà, c'est glamorous, tu vois, il y a tout le monde qui parle, c'est les paillettes et tout ça et tout. Donc c'est facile de se cacher parce que tu gagnes un titre. Oh, t'es dans le monde du foot. T'es agent ou t'es conseiller, t'es avocat, tout, bam, ça veut dire que t'es l'élite.
Et en fait, c'est vraiment l'arbre qui cache la forêt, parce qu'à un moment donné, c'est des situations qui sont compliquées. Moi, je parle à des banquiers, je parle à des gestionnaires de patrimoine ou autres et tout ça et tout. Et je vois, que ce soit comptable, je vois que eux-mêmes, ils ont du mal à gérer ces sujets-là, de cross-border, des gens et tout. Mais ils veulent pas l'admettre. Ils l'admettront pas parce que c'est leur expertise. Et dans une industrie qui t'amène forcément à avoir ce rôle-là et je pense voilà, à gérer des belles étoiles, c'est De grosses sommes. des grosses sommes, c'est beaucoup d'ego, et c'est là où en fait ces joueurs sont parfois dans cette difficulté de réaliser après 3, 4, 5 ans qu'ils sont mal suivis. Et c'est ça qui est extrêmement dur. Donc mentalement, il faut accepter de faire des erreurs, il faut accepter de challenger les gens que tu as autour de toi. C'est vraiment très très difficile. Est-ce qu'on a le temps de penser à ça quand on est joueur? Qu'est-ce qui fait que le joueur va être bien? Tout à l'heure, tu as parlé d'entrepreneuriat. Tu es entrepreneur aussi. Je sais que c'est quelque chose qui est très important pour toi. Quels sont les thèmes et les clés, vraiment, qui sont importantes dans l'équilibre du joueur pendant sa carrière, et ensuite on va parler d'après-carrière, parce qu'il y a aussi une phase très importante, les carrières sont courtes, toi t'en as une très longue, mais dans ta vie ça représente peu, dans la carrière d'un homme, d'une femme, dans sa carrière de footballeur ou footballeuse professionnelle, pendant la carrière, les sujets sur lesquels il faut porter de l'attention pour être dans les meilleures conditions pour performer, mais aussi pour que dans la tête ça aille bien. Je pense que le premier élément que tu dois avoir, c'est vraiment un focus sur ta progression en tant que joueur. Ça, c'est la première arme pour enlever toute difficulté ou distraction des gens, des agents, tous ces trucs-là. Tout. Et écoute, moi, je veux juste progresser. Je veux être un meilleur joueur de football. À partir du moment où techniquement, exactement. physiquement. À partir du moment où tu as ça, l'argent, plus ou moins l'entourage, tu ne sauras pas, mais l'argent, si tu es un très bon joueur et que tu es vraiment focalisé sur ça, ça va venir. Donc que tu as 15 ans, que tu as 19, 20 ans, pour moi, c'est la première formule, focalise sur ta progression. Quand tu as compris ça, tu vas voler. Deuxième, forcément, tu dois avoir quand même autour de toi des gens qui te mettent dans une direction comme ça, mais aussi capable de te faire redescendre. Et ça, c'est vraiment dur de trouver les bonnes personnes. Donc souvent, c'est les parents quand même. Mais aujourd'hui, les parents ont, malgré eux, des difficultés pour rester, on va dire, calme sur certaines situations, parce que justement, les montants sont devenus de plus en plus importants. Donc moi, je pense que ça, c'est hyper important que les parents aussi s'éduquent et soit capable de vraiment comprendre ce qui est une carrière, ce que va être une carrière, mais une carrière saine, pas une carrière basée sur ce qu'on leur dit, les agents, les sponsoring, les trucs comme ça, parce que justement le but de cette première phase, c'est la concentration de la progression du gamin, et je pense qu'il y en a beaucoup qui oublient, et ça c'est vraiment désolant. Je pense que après, quand on arrive dans une carrière et qu'on est capable de commencer petit à petit à mettre des sujets, pas forcément d'après-carrière, mais de comment la maintenir, cette carrière, de mettre en place des éléments, de justement mieux s'entourer, mieux comprendre ton environnement, ton industrie, mieux analyser justement ce qui est important dans ta vie en tant que personne. Donc si demain tu deviens un parent ou autre. Donc voilà, c'est vraiment se dire que le conseil, ça doit vraiment arriver au bon moment, avec les bons sujets, et surtout avec des vraies solutions, parce que les solutions, les mecs qui te racontent la messe, il y en a, voilà, c'est comme tu regardes sur les réseaux sociaux, il y a plein d'experts, va savoir c'est quoi qui est bon, c'est très difficile. Donc je pense que c'est hyper important, et je pense que au fur et à mesure tu t'éduques tout seul, tu dois aller chercher l'information tout seul. Donc c'est bien d'avoir des conseillers, c'est bien, mais tu dois vérifier, tu dois mettre un petit peu parcimonie, ton nez dans le, tu vois, dans le business. Tu dois prendre du temps pour avoir ce discernement-là. Exactement. Je pense que ça t'amène à faire moins d'erreurs, donc tu en feras, tu vas découvrir des choses, tout ça et tout, et ça t'amène justement à avoir une meilleure transition, je pense. L'après-carrière, c'est
hyper compliqué. C'est une petite mort, voire une très grande. C'est un mot fort quand même, une petite mort après. Ah ouais, c'est le mot, il est très bien choisi. Thierry Henry avait parlé de ça aussi. Ah ouais, c'est marquant, que ça soit physique, la routine, c'est déstabilisant. Tu te retrouves à justement être un expert de quelque chose et presque du jour au lendemain, tu sais ou pas quoi faire, ou t'es pas forcément hyper fort dans ce que tu vas faire après. Tu vas devoir réapprendre. On va devoir te montrer un peu le chemin. Oh, c'est un peu limite, tu vois, dur à accepter. T'as beaucoup d'ego. On est dans une industrie qui te caresse dans le sens du poil tout le temps. Et là, on va te dire non. On va te dire t'es pas le meilleur. Alors certains, ils vont avoir cette étiquette qui leur permet d'ouvrir beaucoup de portes, mais c'est pas toujours très authentique et sain. Donc je pense que c'est important d'avoir ça pendant la carrière pour pouvoir déjà un peu anticiper la situation. Et comme ça, même si tu vas faire des erreurs, c'est obligé, et c'est comme ça que tu apprends, tu peux justement, au fur et à mesure, avoir de meilleures personnes autour de toi, au fur et à mesure, une meilleure compréhension de ce que eux ils ont fait, de ce que toi tu as fait, et ce que tu peux améliorer. Et à partir de là seulement, tu vas avoir dit de l'expérience. Ton corps se relâche aussi. Ah, c'est... Toi, t'as vécu ça comment ? C'est flat, quoi. C'est très dur. Parce que moi pendant la carrière, j'ai eu beaucoup de blessures. J'ai arrêté à 35 ans et j'étais hyper content. Quand je dis content, d'y être à arriver jusque-là. Et je pense... là, maintenant, j'ai 48 ans, bientôt. Ça va ? Ouais, ça va. Ah ouais, ça va. J'ai eu 3 années catastrophe. Vraiment... Au moment de ton arrêt ? Non. Pendant, on va dire, 2-3 ans, tu crois que tu peux encore jouer. Tu es là, tu as des propositions, tu es là, tu es en train de penser, on te dit, ouais, les États-Unis, l'Inde, truc et tout. Ah, et tout. Et étant donné que je suis vraiment un amoureux du vrai football, ça me parlait pas. Que ce soit aller en Middle East ou autre pays aujourd'hui qui est vraiment l'Eldorado, on va dire. Toutes ces destinations, j'arrivais pas à me projeter. Mais en fait, c'est il y a en 2022-2023, j'ai eu justement mes 2 ménisques, les 2 côtés, qui ont commencé à vraiment péter dans tous les sens. Et je me retrouvais en béquille. Pendant 2 ans, j'étais en mode béquille. Et quand tu passes du statut sportif professionnel, athlète, en plus je suis quand même bien fait et tout. T'arrivais là, t'as plus envie de courir, t'as plus envie de faire de sport, t'as plus envie d'avoir mal, t'as pas envie de te comparer, aller à la gym et de te sentir pas comme t'étais avant. Pas fort. Ah, pas fort. Pas fort, Et moins fort que les autres. pas résistant. Tu fais une séance de boxe ou de yoga et tu sens que tu vois, tu crampes plus vite que d'habitude. Je te dis wow. Là, ouais, c'est dégradation. Et en plus de ça, t'es avec ta partenaire qui adore le sport. Et toi, t'arrives pas à marcher, t'es en béquille et tout. Elle a encore les jambes. Ah ouais. Donc toi, t'es en béquille, elle est court, elle est... Voilà. Elle court, elle a besoin de son sport et tout. Et moi, j'avais besoin, parce que c'était une drogue aussi. Mais là, aujourd'hui, en fait, ça me faisait du mal. Et tu pouvais pas. T'étais avec les béquilles, mais moi, j'imagine la scène. Ah, c'est une catastrophe. C'est très dur. Psychologiquement, j'ai souffert. Et étant donné que je suis quelqu'un qui montre pas, parce que j'ai toujours l'habitude de trouver mes solutions, d'avoir justement une solution pour les autres et autres. Là, physiquement, j'ai été, ça a été très très dur. Pendant 3 ans, et j'en parle, j'ai la boule au ventre, hein, parce que on n'est pas conscient par quoi je suis passé, parce que quand je vois des épisodes avec Sir Alex Ferguson où justement à un moment donné qui m'a dit ah tiens psychologiquement tu t'as pas envie de jouer ou autre et tout, je dis aujourd'hui pendant 3 ans il y avait personne, j'avais pas forcément d'aide de docteur, de trucs tout ça et tout, et tu dis mais je suis tout seul maintenant dans mon mal, tu vois. Et je pense que j'aurais jamais pu réaliser et anticiper avoir autant de mal pour un truc qui est pas vital.
Je veux dire, tu marches pas, ok, mais tu vois, je suis pas handicapé ou autre et tout. Quand tu parles de mal, c'est pas la douleur. C'est ce que tu ressens. Enfin, il y a la douleur ouais. physique, c'est pas la douleur physique, c'est la douleur mentale qui t'a fait très mal. Voilà. Mentalement, c'est une dépression? Ben, je pense pas que ça soit à ce niveau-là, parce que je respecte ce que c'est la dépression. Il y a des gens qui... T'as été suivi? T'as vu des gens? Non, parce que je me suis considéré toujours comme un privilégié, mais j'aurais jamais cru que quelque chose comme ça, qui dit pour moi un truc banal, parce que être blessé pour moi, je t'ai dit, c'est pas très grave en soi. Mais pour moi, c'est le choc. On a pu en parler un petit peu. Je t'ai dit le choc, le fait d'être tout en haut et là maintenant d'être tout en bas. Pour moi, c'était ça. En tant qu'homme, wow. Par exemple, c'est bête, hein, mais j'arrivais à me dire, je suis dans la rue, je sais que je peux protéger n'importe qui autour de chez moi, tu vois. Je suis dans la rue, il y a pas de problème. Je dis pas, je suis un bagarreur et tout, mais s'il y a un problème, tu vas pas sortir indemne. Tu laisseras pas une personne innocente se faire agresser. Tu vois, j'ai cette confiance-là. Pendant 2 ans, 3 ans, j'étais pas moi-même. Je me dis, oh, je peux rien faire là. Et ça, c'était dur. C'est parce que j'étais un sportif de haut niveau, que je pense que sur un terrain, j'avais ce sentiment d'être invincible ou d'être très fort ou en tout cas physiquement costaud. Passer à ça a été très dur. Psychologiquement, heureusement que j'avais autre chose pour pouvoir me tenir dessus, sinon c'était dur. C'était quoi cette autre chose? Le travail, mon business, le fait d'aborder, je pense, cette deuxième phase de ma vie avec un peu plus de maîtrise. Oui, ça a été important. Tu l'avais déjà cette mentalité à l'INF? Oui, en soi, parce que... Qui est dans ta génération, sur les gros noms? Nicolas Nelka, Galas, Thierry Henry, ils sont un peu plus vieux que moi, mais un peu plus, non. Donc voilà, Roten et tout ça. T'arrives là, en fait, je suis déjà un compétiteur. Je me dis, eux, ils jouent. Moi, je dois jouer. Ça. Déjà chez les pros. Voilà. Quand je vois Titi, il part au bout de la 2e année. Ouais. Il part direct à Monaco. Ah ouais, il part direct à Monaco. Nico. C'est rare. C'est très rare. Nico a fait la même chose avec Paris Saint-Germain. Je me dis, voilà, c'est quand mon tour. Mais moi, c'est encore vraiment cet aspect compétition personnelle. Je suis pas dans le truc, je vais être joueur de foot pour montrer. Non. Je suis dans cette compétition saine. Je pense qu'on était tous encore capables de le faire parce que les médias n'étaient pas comme ils sont aujourd'hui. Donc, je me retrouve vraiment dans ce football. Quand je parle et j'entends Titi parler, voilà, ça me parle. Ouais. Voilà, ça me parle. Et tu pars à Metz. C'est pour ça que tu fais qu'un an au Racing? Ouais, je fais une année au Racing. Quelle tristesse. C'est clair. On l'a encore vécu comme une trahison. On a eu la chance de t'avoir 1 an. T'es avec Papus? Ouais, Papus. Je me rappelle très bien. Tu fais qu'un an, purée. Ouais, je fais 1 an et... T'aurais pu nous donner une deuxième chez les jeunes. Génération Papus, Brahim Mdani, Bruno Chéroux. Bruno est un peu plus jeune, si je me trompe pas. Lui, là, peut-être 1 an. Il était pas surclassé, Bruno? Il est arrivé un peu plus tard, donc je suis déjà parti, ouais. Mais franchement, j'ai adoré ce club. C'est le plus beau maillot de l'histoire du foot. T'as fait qu'un an. Tu te rends compte la tristesse. Mais oui, t'as eu ce moment où donc tu pars comme finalement assez rapidement du côté de Metz. C'est quand tu pars à Metz que tu te dis je suis en train de réussir, ou non, tu dis c'est ma progression encore? Oui, c'est progression. Voilà. C'est une étape. Ouais, c'est une étape. Et là, pour rapport au management, mon papa... C'est ton papa qui s'occupe de toi? Pas tout à fait, ouais. Il est forcément impliqué. Donc, il me dit qu'il faudrait mieux choisir Metz que d'autres clubs, que ce soit Paris, Monaco, Rennes et d'autres, j'oublie exactement. Et me fait comprendre, Metz, c'est quand même un club qui est formateur, qui est laborieux, et t'as besoin de ça. Et t'as peut-être plus de chances de jouer? Et j'ai peut-être plus de chances de jouer, donc ça me parle. Je vais là, mais je suis presque conscient que c'est un mauvais fit par rapport à mon jeu. D'accord. Je suis à peine... j'ai 16-17 ans, mais je suis un peu conscient de ça quand même. Et tu joues vite. Tu joues dès la saison 97-98. Ouais. Quand vous êtes 2e derrière Lens. Exact, ouais. Avec Pires Pouget. Ouais, tout à fait. Mais je sens que c'est pas le football que je peux m'adapter facilement.
D'accord. Et Donc- je dis ça exprès parce que t'es dans une équipe qui est deuxième du championnat de France. Oui, je où il y fais a des un bouts peu de match. Ouais, d'accord. Voilà, je fais des bouts de match, je rentre, je pense, des incidences positives Bien dans, sûr, dans bien le sûr. match, mais je m'épanouis pas. Donc D'accord. je me retrouve confronté à un style de jeu qui me correspond pas. Donc voilà, et tous ces éléments-là m'ont fait progresser, mais m'ont pas fait forcément épanouir. D'accord. Donc, mais c'est une étape assez importante dans mon développement. Parce que justement, sans ça, je découvre pas que justement, je suis quand même costaud dans la tête, que je suis même frustré, je continue à bosser et voilà quoi. Donc, quand j'arrive à Newcastle, c'est vraiment la libération en fait. C'est quoi les plus grands aboutissements? C'est 2008, la Champions, la Première Ligue, c'est les titres avec Manchester United, c'est l'équipe de France, c'est la finale de la Coupe du Monde. Enfin, Ouais, on va y revenir tout à l'heure. Je sais pas comment tu prends le deuxième jaune. C'est contre le. Ouais, non mais. T'es suspendu pour la finale de la Coupe du Monde. Exactement. Alors que tu rentres contre le Portugal, contre le Brésil. Exactement. Ouais, ça c'est catastrophe. Mais bon, en termes de fierté, premier, ben c'est déjà mes enfants. Ah, avoir créé une famille, mes enfants, c'est voilà, ça c'est toute ma life. Et ce qui est des éléments à choisir dans ma carrière, c'est très dur. C'est très dur parce que tous ces moments-là, T'as le droit d'être joker, t'as le droit à plusieurs. Voilà, alors je dirais forcément ma première sélection avec l'équipe de France, passe de Zizou. Bon, rien de mieux. Tu marques à ta première sélection? Première sélection. Donc, c'est contre qui? Contre la Belgique, de compagnie. Et tu marques. Et 2004. Ouais. Donc, je me retrouve vraiment dans un rêve. Passe de Zidane. Ouais. Là, tu te dis, mais attends, c'est pas possible, quoi. Donc tu lui sautes dessus ou c'est lui qui te saute dessus? T'as envie de lui dire merci, tu lui dis. Je lui saute dessus. En fait, en plus, il y a une image, c'est marrant parce que elle est immortalisée quelque part chez moi, mais j'ai l'impression qu'il est en train de sentir mes aisselles. Sur la photo, c'est bizarre. Je le prends comme ça et la photo elle reste. On a l'impression qu'il est malgré lui le pauvre en train de sentir mes aisselles. C'est un joli souvenir. Voilà. C'est comme ça que je la vois. Tu vois, il y a plein de personnes qui vont dire ouais c'est ton premier but. Et moi on dirait qu'il c'est bizarre. Mais c'est des souvenirs incroyables en termes d'image. C'est mes parents, c'est les yeux de mes parents. Ils sont au stade. Ouais, ils sont au stade et tout. Donc ça c'est énorme et ça représente tous les voyages où justement il y avait pas l'argent, il y avait pas les moyens pour qu'ils viennent me chercher tous les week-ends parce que quand t'es à Clairefontaine, tous les week-ends on vient te chercher. Ben moi je restais une semaine de plus. Tu restais à Clairefontaine. Ah ouais, je restais parce qu'ils n'avaient pas les moyens de venir te chercher. Voilà, je comptais les arbres et tout. Voilà. Donc c'est ces images-là. Donc le choc, il est incroyable, il est trop beau. Je me vois, je me dis, moi, je suis passé de là à là, progression. Ah, génial. Voilà, c'était ça. On va dire mes 5 à 10 premières années, moi je voyais que ça. Et c'est que après, quand tu te blesses, que tu t'abordes la vie différemment. L'équipe de France, combien? 20 sélections? Ouais, une vingtaine, ouais. Ouais, 20 sélections. Ouais, l'équipe de France, ça représente le mot frustration. C'est très dur. Parce que je viens souvent en pleine forme et je repars souvent blessé. Donc ça, c'est très dur. Très dur. Je me dis, mais j'avais l'impression que on me donnait beaucoup de chance de figurer dans cette équipe et à chaque fois j'avais pas le physique de vraiment m'éclater avec des super joueurs. Il y avait vraiment voilà ces épisodes l'équipe de France où on parle de Coupe du Monde mais l'Euro et tout ça. L'Euro 2004. Voilà où je pense que je suis très bien physiquement même si j'arrive avec la compétition avec une grosse blessure mais j'arrive à aborder la compétition quand même. Je me dis mais c'est fou parce que j'ai pas pu m'éclater. J'ai vraiment pas pu m'éclater. Donc j'ai un meilleur souvenir à travers la Coupe du Monde de Franck Ribéry. C'est très bizarre ce que je vais te dire. Donc je vois Franck qui arrive dans notre groupe 2006, qui s'éclate, qui parle à ZZ comme si c'était son pote, mais décomplexé, incroyable et tout, qui joue, qui marque. Je le vois, mais j'ai kiffé sa Coupe du Monde. Plus que la mienne.
Je sais pas si c'est beau ou si c'est triste. Je trouve ça beau collectivement, je trouve ça magnifique. Mais je trouve ça beau quand même parce que je suis privilégié, j'ai vraiment le first seat. Mais étant donné que je suis quelqu'un qui est très dévoué à la performance du moment, je veux faire le mieux, nanana et tout, ben j'étais peut-être trop sous pression et que je pouvais pas m'éclater. Alors qu'en regardant Franck, je me dis, lui, il s'éclate. Wow, je kiffe. Voilà. Mais vraiment, et de toutes les années après où j'ai pas pu regarder vraiment les matchs à cause de mes événements qui sont malheureux et tout, j'ai kiffé la Coupe du Monde grâce à Franck. Je trouve ça dingue, hein, mais c'est trop beau. Lui, il représente pour moi le football, tu vois, où il est authentique, il kiffe vraiment tout ce qu'il fait, il nous a fait kiffer, vibrer. Il faisait ses blagues. Il faisait ses blagues. T'as mis du sel dans ton verre. Il l'a pas fait à Zizou. Il faisait pas ça à tout le monde, hein. Il savait quand même, il y en a certains qui étaient avec un peu moins d'humour, on va dire. Mais c'est quelqu'un qui était vrai, authentique. Ouais. Livre ouvert et tout, j'adore. Donc grâce à lui, j'ai pu un peu vivre une Coupe du Monde où je me dis ah ouais, c'est comme ça que je la vivrais si je pouvais en vivre une deuxième. Et pourtant tu joues. Ouais, mais quand je te dis focaliser sur la performance m'empêchait moi de vraiment profiter. Je profite pas. Je suis concentré, j'ai dit voilà, et je prends ces 2 cartons jaunes parce que je suis trop, en fait. Comment tu les prends? Je me souviens plus de... je soulève 2 joueurs. Tu te rappelles un Figo et Figo l'autre... Ah ouais. Alors, Figo contre le Portugal, c'est la demi. Ah ouais, je le soulève. Alors attends, d'abord le quart. Le quart, tu prends contre le Brésil, mais qui est-ce que le Brésil, je sais plus du tout, mais en tout cas, je soulève quelqu'un, mais j'oublie. Alors, contre le Portugal, quand tu soulèves Figo, tu sais que tu vas avoir le jaune. Non, pas du tout. Non, tu penses pas qu'il va te mettre jaune? Bon, je pense pas, non. Je joue et je suis pas un joueur méchant. Mais tu sais que si tu prends un jaune, tu fais pas la finale de la Coupe du Monde. Je sais pas. Tu sais pas? Je réalise pas, en fait, parce que déjà, c'est pas mon rôle. Jaune que tu voilà. sais. C'est, en fait, tu sais, quand tu réalises quand t'as le jaune, mais je pense pas au jaune. Je pense à l'équipe. Ouais. Donc, je joue et en fait, voilà, c'est un 50-50, je lui rentre dedans. Mais je joue comme ça, mais c'est parce que j'ai tellement envie et c'est que pas forcément j'apprécie. Donc après là c'est le trou noir. Je prends le jaune et là tu sais. Ouais. C'est comme nous quand on regarde la télé, il y a écrit suspendu au prochain match. Et on sait que c'est là quand il le sort, tu le vois et tu dis pas le jaune, tu dis je suis suspendu pour la finale de la Coupe du Monde. En fait, il y a tellement une incidence qui est négative sur le jaune que je reste pendant au moins, je sais pas, 10-15 secondes à regarder comme si s'est passé quelque chose pour moi personnellement. Et c'était la première fois que je sortais du collectif. Là, tu penses à toi. Voilà, je pense à moi. Et je suis resté pendant 15 secondes, peut-être un peu plus, à réaliser ça. Et ça a été pas bon parce que je suis pas forcément dans le match encore après. J'étais pas forcément dans les bonnes dispositions. Alors que vraiment, je suis un joueur de collectif. Évidemment. Je pense qu'à ça et tout. Mais là, pop, il y a un truc qui saute, quoi. Le match se termine. Tout le monde va au vestiaire. La France est en finale de la Coupe du Monde. Donc, je pense à la France. Je suis content. Tu kiffes. Ça y est, t'as rebasculé? Oui, en fait, t'as, je te dis, un moment où en fait t'es pas bien, parce que tu réalises que tout ça et tout. Et c'est que quand on va plus ou moins redémarrer les entraînements et que tu sais que toi tu fais pas partie du groupe, que là t'es dévasté. Ouais. Ah, c'est pas dans le vestiaire tout de suite après? Non, pas forcément. Comme je te dis, on est là, c'est le groupe d'abord. T'as plus la bonne couleur de chasuble. Enfin, voilà, tu sais que là. Bon, déjà avant, t'étais un peu un plot. Tu rentrais. Louis, tu rentrais. Ouais, mais t'es un plot. T'es un plot. Tu penses que tu dois jouer. Ouais. Tu regardes les matchs en étant frustré. Quand tu rentres, plus grand stage de ta vie, c'est très dur. Ouais. Et moi, je l'ai pas maîtrisé comme Franck. Franck, je te dis, c'est vraiment mon exemple. Il avait cette légèreté-là, décomplexée, qui lui permettait de vraiment s'exprimer. Et moi, j'ai abordé un peu trop stressé. Alors que je suis pas stressé du tout d'habitude. C'est fou, hein. Mais dès le début de la Coupe du Monde, t'as été comme ça? Non, c'est plus par rapport au fait que j'avais l'impression que je pouvais apporter plus, qu'il y avait des matchs où j'aurais été, je pense, une bonne solution. Ça n'a pas été le cas. Et ça m'a frustré.
encore plus pendant les entraînements, parce que c'est quelque chose qui est pas facile à vivre quand tu es en club et que tu sais qu'en général tu joues, et là que tu arrives en compétition, tu penses que tu peux le faire. Donc bon, c'est déjà arrivé, je suis pas le premier, hein, mais que tu fais des bouts de match et que t'es même pas encore bien, parce que moi je suis pas un joueur qui est très bon en rentrant. J'ai besoin d'un peu de rythme pour me mettre dans la partie et tout. J'avais du mal à rentrer dans les matchs, donc j'étais hyper frustré. Donc c'était dur à gérer, autant pendant les petites rentrées que les entraînements. Et comment ça se traduit? Tu mets des coups, Ouais, tu fais la tronche, Ouais, je suis quand même. Je t'imagine pas comme ça. Hein. Ouais, c'est incroyable. Ouais. Je suis quand même de bonne nature. Ah oui, c'est pour ça que je te dis ça. Ouais, je suis quand même de bonne nature, mais dans un groupe où tu restes pendant presque un mois et demi, tu deviens quelqu'un d'autre. Donc au départ, t'as un peu un visage, t'as vu, diplomatique, hein, tu vois. Tatati, tu fais en sorte que le groupe il vive bien, mais après c'est plus fort que toi. T'es pas bien, tu vois. Moi, tu peux sourire, tu peux essayer de faire en sorte que l'atmosphère reste positive parce que le groupe passe avant. Mais toi, au fond, je mourais. Je rentrais dans ma chambre, je veux tout péter. Et c'est pour ça que je prends des jaunes très agressifs. J'ai jamais pris des suspensions pendant ma carrière, peut-être un rouge une fois, mais c'est pas du tout mon jeu. Je peux aimer l'agression et être agressif, mais c'est jamais pour faire mal ou jamais pour... c'est de l'engagement. Voilà, c'est de l'engagement. Donc je me retrouve pas du tout dans les cartons jaunes que j'ai pris. Et sanctions que je digère quand même bien, parce que j'ai la naissance de mon deuxième enfant. Pendant la Coupe du Monde. Quelques jours après. Donc il est né le 12 juillet. Donc c'est une belle date, hein. Ouais, j'arrive... tu relativises. Complètement. Voilà. Ouais. Donc c'est... La finale est le 9 de mémoire. Je me souviens le 9 de Domenech qui disait rendez-vous le 9 juillet, rendez-vous le 9 juillet. Donc 3 jours après, j'ai ma Coupe du Monde. La finale, t'es dans la tribune. Tu descends ou pas avant le match à la Rocco-Pelouse Ouais, on est là, hein. On est tous dans le groupe et tout. Et... Tu vois la Coupe du Monde? Ou ils l'ont pas encore posée? Elle n'est pas encore posée. Ouais. Et on a le sentiment que... En tout cas, moi, j'avais le sentiment qu'elle était pour nous. Ouais. Tu vois, des sentiments, hein. Tu sais, quand t'as le gut feeling, tu te dis, ils peuvent pas. Ils pourront pas nous la prendre, ceci. C'est impossible. Et dans le jeu, c'est là où je suis encore un peu plus frustré, parce que surtout en deuxième mi-temps et en prolongation, je sais que je peux faire quelque chose. C'est peut-être toi qui serais rentré. Peut-être pas, mais c'est même pas le problème. Quand tu regardes le match, et que tu sois sur le banc, tu sais que tu peux faire quelque chose, parce que leur jeu me correspondait. Donc ça frustre encore plus. Hein. Et après le match, avec tout ce qu'il peut y avoir, c'est une défaite en finale de Coupe du Monde, c'est Zizou, c'est la Panenka, c'est le coup de tête à Materazzi avec le carton rouge, c'est le péno le tir au but de David Trezeguet, et c'est une finale de Coupe du Monde perdue. Enfin, je crois que tous ceux qui ont joué au foot dans leur vie ont fait dans le jardin. C'est la finale de la Coupe du Monde. On disait plus France-Brésil que France-Italie, mais tu vois. T'as été à... Il n'y a pas eu plus proche que ça de gagner une Coupe du Monde. C'est assez incroyable de pouvoir le vivre de différentes manières, parce que tu joues pas, et même si tu joues pas, tu fais partie du groupe. Tu le vis mal et en même temps bien, parce que le déroulé du match quand même se passe quand même bien, et c'est assez incroyable ce que Z il arrive à nous faire. Et justement, c'est toutes ces émotions-là que j'ai du mal à exprimer correctement, parce que ça va tellement vite, ça part dans tous les sens, entre, comme tu dis, la Panenka et tous les éléments qui viennent après pour finir la carrière un peu de ZZ, c'est dur. Et en même temps, je dis, on ne peut pas être là sans lui. Donc tout ça te rattrape à chaque fois. Donc tu dis, toi tu joues pas, mais t'es content quand même d'être en finale. Et c'est vraiment très bizarre. Donc c'est pas un super souvenir dans sa totalité. En même temps, ça l'est. Donc c'est vraiment un épisode que j'ai du mal à décrire correctement. Je bafouille carrément quand on me demande, ouais, qu'est-ce que t'en penses, quoi. Je sais pas vraiment si j'ai le droit d'être frustré. Pourquoi ? J'ai la chance d'être là. Et
eu cette leçon de la vie, hein, parce que je me dis, attends, c'est pas normal. Bon Dieu m'a donné une plateforme incroyable pour pouvoir exprimer mon talent et il me l'enlève. Donc c'est assez fou. Donc t'apprends ça et presque 1 an et demi après, j'ai un épisode où je loupe la Champions League un peu pareil, quoi. Donc, La finale contre Chelsea, Ouais. avec la victoire au tir au but. exact, ouais. C'est celle, la glissade Ouais, exact. De Nico. de Nicolas Anelka. Cristiano qui tire, qui rate Mhm. dans la séance de tir au but. Ouais, c'est boule au ventre, un truc de fou. Tu fais le déplacement? Tu vas Ouais. là-bas? Bah, je fais le déplacement. Je suis C'est où la finale? allé à Moscou. Et ce qui est fou, c'est que je me fais une petite lésion au niveau du mollet. Allez, 7 jours avant. 7 jours avant. Et le coach me dit, bon, je veux que tu voyages. Parce que Chelsea, c'est pour toi. C'est Ah, tu penses que tu vas jouer? Il y a moyen que tu joues? ouais, que je sois au moins dans le groupe. D'accord. Que je sois dans le groupe et tout. Et donc je voyage et la veille on fait un essai plus ou moins et c'est vraiment trop juste. C'est Donc trop le court, seul 7 le jours. seul moyen c'est de prendre une injection. Tu vois, pour endormir un peu la douleur et tout, que Nemanja prend. Mais moi, Nemanja Vidic. voilà. Mais moi, je peux pas prendre parce que je fais de l'asthme. Donc, du fait que je fais de l'asthme, en gros, c'est contre-indiqué. Donc, je peux pas prendre cette. Genre, c'est une infiltration? C'est une infiltration. Voilà, infiltration. Mm. Vidic, lui, Lamalou. Au mollet, pareil. Et Plus ou moins la même, pas la même blessure, mais plus ou moins. D'accord, pour vous soulager, pour ne pas Et lui, sentir. il fait le match. Bon, après, tu douilles après une fois que tu as fait le match. Ouais. Mais lui, il fait la Il fait la piqûre. finale. C'est pas du dopage, hein, c'est un médicament. Non, mais je le oui, dis. oui. C'est un antidouleur. Voilà, en c'est un gros. antidouleur où tu te dis au moins le jour du match, tu vas pouvoir jouer, tu vas pouvoir être. Et je te dis, hein, c'est le mollet. Hein. Et lui, c'est une machine. Hein. Pour sauter, c'est un trampoline. Il a joué le match. Toi, tu peux pas la faire Et moi, parce je que peux tu fais de la. C'est contre-indiqué l'infiltration pour celui qui est asthmatique. Exact. Donc j'arrive, Mais tu le savais avant? Tu savais que t'avais jamais fait d'infiltration? Si, on fait des infiltrations. Bon, moi, malheureusement, j'en ai fait beaucoup, genoux et d'autres parties. Mais celle-ci, en fait, pour une raison ou pour une autre, parce que la lésion, elle était peut-être plus fraîche ou autre et tout. Là où c'était situé, on ne pouvait pas la faire. Si tu fais de l'asthme, c'est trop dangereux. Apparemment. Donc je suis arrivé. Et tu lui as pas dit, je la fais quand même, je prends le risque. En fait, dès le départ, cette piqûre, moi, je marchais beaucoup moins bien que Nemanja. Donc, franchement, ça allait être chaud. Et si en plus j'allais rentrer et que je dois ressortir, c'était en termes de scénario, c'était vraiment vraiment chaud. Donc lui il a quand même démarré le match. Et moi, je me retrouve sur le banc, dans les tribunes. Et c'est une deuxième sanction pour moi. Je me dis, j'avais appris de la Coupe du Monde. Et là, je me retrouve avec cette situation-là. J'en ai pendant quelques heures, hein, j'en ai voulu à bon Dieu. Je me dis, mais non, tu peux pas me faire ça 2 fois. Je me dis, attends, c'est incroyable. C'est le meilleur stage après la Coupe du Monde. Tu me refais ce coup-là? Ah, je l'ai pas pris. Donc c'est la première fois et peut-être la dernière fois que je me suis mis à lâcher une larme dans un terrain de football ou pour du football. Je me dis là, non. À la Coupe du Monde, j'avais pas forcément pleuré ou j'étais déçu, mais non, ok, voilà, c'est la vie et tout. Mais là, non, c'était trop. C'est trop. Donc en termes d'émotion, c'était trop pour un homme. Mais ça reste que du foot. C'est pour ça, tu vois, quand on parle de l'aspect mental et de tout ce que c'est merveilleux quand même de perdre une finale de Coupe du Monde ou de ne pas jouer une finale de Ligue des Champions parce que t'es blessé. Ça veut dire quand même que t'es en finale de Coupe du Monde, enfin que t'as fait une demi-finale de Coupe du Monde, que t'as été à côté de Zizou pendant France-Brésil en 2006. C'est le plus beau. Pour moi, c'est la plus belle symphonie footballistique que j'ai. J'aime bien le mot que tu dis là. Ah, c'est une symphonie, c'est excellent. Pour moi, mais vraiment, c'est une symphonie. Ouais. C'est pour moi l'engagement. La démonstration de football que ZZ y fait ce jour-là, c'est la première et dernière fois que je me suis senti spectateur d'un match où j'étais vraiment impliqué. Comme je t'ai dit, je suis très concentré, mais là, je pouvais pas. Là, je regardais que lui, je me dis, mais qu'est-ce qu'il est en train de leur faire? C'était la folie. Il
il faut réaliser, on parle de pression et tout, mais deux, moi je parle de responsabilité. Tu sais, bon, ZZ c'est pas quelqu'un qui parlait, te donner le capitanat, mais c'est pas quelqu'un qui va te donner des, Allez, les gars, hein. ouais, tous ces trucs-là. Non, c'est pas sa force. Mais c'est un capitaine de performance par rapport à son aura et tout. Et là, tu dis, mais là, il est en train de nous faire une dinguerie. Et que il manque presque de respect aux joueurs brésiliens. Et c'était vraiment une symphonie, parce que du début jusqu'à la fin, il te faisait comprendre que la finesse de son toucher, il était à la fois brésilien, à la fois français, et il t'amenait à comprendre le football avec une simplicité, mais une grâce que je n'avais jamais vue. J'ai dit non. Et je pense qu'il a marqué les Brésiliens. Ah, j'en suis sûr. Et les Brésiliens, Plus que 98. Oui, non, là, c'était une démonstration de football. J'ai jamais ressenti ce truc-là. Alors peut-être une fois, Scolzi, il m'a scotché 2 ou 3 fois, que ce soit à l'entraînement et tout, avec la même capacité à vraiment maîtriser. Tu parles de symphonie, j'adore, parce que c'est vraiment ça. Il avait le rythme dans la peau du football. Donc en gros, le moment où il faut jouer long, court, alors que c'est pas un dribbleur, il va te faire un 1-2 avec une grâce, c'est incroyable. C'était peut-être le plus proche que j'ai vu de ZZ, et Paul était capable de dribbler à l'entraînement sur un touche. Tu sais, quand on fait Sur un contrôle. Le jeu, c'est une touche de balle. Une touche de balle. Ah, d'accord. Je croyais que tu disais sur sa première touche, il te dribble. Et lui, il te driblait en jouant à une touche. En jouant à une touche. Et tu dis, là, non, c'est pas possible. Donc, c'est fin de corps, tac, il laisse passer. Tu crois qu'il va avancer sur le ballon, et une touche. Et le mec, il perd pas le ballon. Je suis pas en train de rajouter, c'est des trucs que moi j'ai vécu. Moi, je l'ai vu Zizou, donc je comprends si tu dis que Paul Scholes a fait des choses folles. Je me dis, c'est le plus proche que j'ai vu de ZZ. Je me rappelle du match de Zizou, dès l'engagement. Quand il prend le ballon en talonnade à Zé Roberto, il fait le passement de jambes, Gilberto Silva, les sombreros. Ah non, c'est trop. Roulette met sur le côté gauche. Il a enchaîné du début jusqu'à la fin. Sombrero sur Ronaldo, sur Kaká. Il attaquait plus. Il attaquait plus. Au bout d'un moment, ils avaient peur de lui. Ronaldinho, ils avaient peur de lui. C'est pas normal de faire ça à ces joueurs-là qui manquent de respect à tout le monde, à toute la planète. Ça voulait dire que là, ils avaient trouvé leur maestro. Ouais, le Brésil, c'est Roberto Carlos, Zé Roberto, Gilberto Silva. Je commence doucement. Ouais. Juste pour dire après Ronaldo, Kaká, Ronaldinho, voilà. Ouais. Il a donné la leçon et tout. Impressionnant. Et je te parle de la Coupe du Monde. Je te parle pas d'un match, sous pression. Ils veulent le terminer. C'est fin de carrière et tout. Ça peut être son dernier match. À chaque fois, ça peut être son dernier match. Dès l'Espagne, ça peut être son dernier match. Ouais, et déjà l'Espagne, dans les journaux, il l'avait un peu tué. On va t'envoyer à la retraite. Voilà, ZZ au fond du bus avec Maquet et ça parlait, tu tues, et ça parlait, il dit mais ils veulent me tuer, mais. Lui il disait ça. Voilà. Je croyais que c'était les autres qui le chambraient. Jusqu'à la mort. Ils étaient vraiment avec cette détermination. Zizou dit dans le bus, ils veulent m'envoyer à la retraite. C'est mort. Et c'est des moments tellement forts que le voir après vraiment donner une leçon de football à toutes ces équipes-là, tu dis là, non, lui, il est trop loin. Et c'est dommage qu'il arrête aussitôt, presque. Parce que je pense qu'il a encore du football jusqu'à 2008, 2009, il pouvait jouer. Parce qu'il arrête à 34 ans. Ouais. Il arrête finalement, comme tu dis, assez tôt. Assez tôt, ouais. Il est 72 et il arrête à 34 ans, juste après l'image, quand il enlève le strap en passant devant. Ouais. C'est dur. C'est tout bête. C'est pour ça que je te dis, moi, c'est ma dernière image de Coupe du Monde. Pas de plaisir du foot, mais c'est la dernière fois que j'ai regardé un match avec mes yeux d'enfant ou avec un joueur dont j'étais fan enfant. Ou jeune. Je me dis, c'était la fin du truc. Ça correspondait pas du tout à ce tournoi. Il était tranquille. Il était il était beaucoup plus relâché et tout, donc c'est vrai que ça correspondait pas du tout à son tournoi, serein, même s'il était super agressif parce qu'il voulait donner la leçon et donner une vraie symphonie aux Français, et qu'il a fait pendant tout le tournoi. C'était dur de
de concéder un tournoi comme ça par un geste pas maîtrisé. Et aujourd'hui, t'es un entrepreneur. Moi, j'adore cette bascule. Il y a toujours un lien avec le foot, avec le sport, évidemment. Mais on peut en parler si ça te va. Moi, je trouve ça passionnant de me dire à quel point t'as mis ton expérience, ton vécu au service de ta nouvelle vie professionnelle. Ouais, dans ta réflexion. C'est totalement ça. Je pense que même ma carrière m'a servi et était destinée à me servir pour ce que je fais maintenant. Je pense que... Mais t'en avais pas conscience? Mais pas du tout. J'étais conscient que à partir de 26-27 ans que j'avais un talent et tout ça et tout. Donc je parle de cette période-là au début où j'étais naïf, j'étais un joueur de foot, je voulais juste m'amuser. Vraiment, je connaissais pas le monde professionnel. Pour moi, le truc, c'était vraiment... oui, ça m'a permis de sortir mes parents des problèmes et tout. Mais moi, c'était le football. C'était la progression, la compétition. Je voyais Thierry Henry, je me dis, waouh, je voyais Nicolas Anelka, j'étais content. Voilà, on était un groupe, en tout cas, c'était vraiment ce football-là. J'arrive vraiment à me dire que ça a changé que à partir de 27, 28 ans où j'ai commencé à... C'est tard. Ouais, mais c'est les blessures. Ça m'a posé, j'étais après conscient que j'étais pas invincible, qu'à un moment donné ça allait s'arrêter, et je pense que ça m'a construit de façon à préparer un peu ce que je voulais faire plus tard, et ça m'a amené aussi à faire certaines erreurs dans les choix de personnes autour de moi, et de pouvoir justement conceptualiser un peu vraiment ma prochaine vie. Et je pense que c'est parce que j'ai été pas forcément très bien suivi, que j'étais pas forcément bien équipé, que j'ai voulu créer ce que j'ai créé. Donc mon premier venture, comme on dit, désolé. C'est ça. Non, mais là, ça va. Ça va, mon anglais, je note, je mets une petite croix sur... C'était quoi comme workflow? Non, mais la première chose que tu lances, c'est un accompagnement pour les... Un réseau de confiance pour les athlètes et artistes professionnels, de façon à ce que justement ils soient mieux équipés, potentiellement mieux entourés, parce que justement sur cette plateforme qui est dans leurs mains, c'est une application mobile, peut leur permettre de justement avoir accès à ça sans avoir cette impression d'être peut-être dirigé vers tel ou tel endroit ou telle chose pour des commissions ou autres. Nous, on essaie d'être le plus transparent possible, et c'est d'amener justement pendant la carrière à ces éléments de réponse petit à petit qui vont t'éduquer et t'amener à être mieux préparé. Donc j'ai vraiment eu cette passion-là parce que j'ai eu ce parcours-là avec des problèmes, avec des solutions, avec cette chose-là, et ça a appris sans avoir forcément l'éclat que j'imaginais, mais je suis hyper content que des joueurs que je connais très bien l'utilisent et peuvent en bénéficier, que ce soit des opportunités d'apparition à la télé ou autre et tout. On arrive à amener quand même quelque chose de très concret, et ça m'amène aujourd'hui à être encore plus dans ce développement, ou de créer une application mobile ou des applications mobiles et des concepts qui veulent vraiment avoir une incidence positive sur les gens. C'est ma passion. Et je dis, quand je reviens sur la période de mes blessures, je pense que la résilience que j'ai eue pendant que j'étais joueur, ça m'amène vraiment à avoir cette résilience-là que je pense les entrepreneurs sont obligés d'avoir. Si tu penses qu'un business va exploser en un mois ou une année, c'est très rare, et il faut encore pris le mur. Voilà. Et il faut justement passer par là, que ça soit un mur ou même plusieurs, pour avoir justement ces réponses et de continuer à bosser. Et je pense que ma carrière de footballeur et d'homme dans le football, donc c'est pour moi presque trois choses un peu différentes, m'amène justement à me mettre dans plusieurs pompes. Et grâce à ça, je me dis, ah ouais, tiens, le joueur de football, qu'est-ce qu'il a besoin? Ah tiens, l'homme qui est dans le football, qu'est-ce que la famille autour, tous ces acteurs hyper importants, qu'est-ce qu'on peut avoir comme contribution
pour notre société. Et aujourd'hui, je pense que la société Keymaster, que je t'ai un peu présenté, qui a vraiment cette envie d'équiper, encore une fois, nos plus grands artistes, nos athlètes. C'est un vrai accompagnement. Ouais, c'est dans l'influence, mais l'influence positive pour, dit, ses fans, qui vraiment les admirent, mais qui sont souvent amenés à liker, à justement commenter plus ou moins les actualités de ces idoles, mais sans vraiment avoir un retour positif par rapport à leur parcours à eux. Donc nous, c'est vraiment cette concentration-là. Et je dis, c'est vraiment ma carrière de football, la carrière d'autres joueurs ou athlètes, artistes, qui peuvent avoir cette capacité de faire en sorte que les gens sont concentrés sur eux et sur leur progrès. Comme je te disais, le début de carrière, il faut être concentré sur ta progression. Tous les joueurs, athlètes ou businessmen, ils sont focalisés. Et aujourd'hui, notre société ne nous permet pas ça. Donc, je fais vraiment appel à cette expertise-là, cette influence qu'ils ont naturellement, parce que c'est des grandes stars, pour pouvoir justement amener ce focus dans le quotidien de toutes ces personnes qui sont fans, qui adorent le sport, qui adorent le well-being, le bien-être. Deux fois. Deuxième mot anglais. Mais toi, t'as le droit. Ouais. 15 ans en Angleterre à parler anglais matin, midi et soir. Obligé. Toi, t'as le droit. Mais c'est hyper important d'être conscient de tout ça. Donc, il y a des moyens de vraiment permettre à cette audience qui a énormément, je pense, de potentiel, de comprendre leur rôle et en leur donnant justement les outils. Aujourd'hui, nous, sportifs ou anciens sportifs, on est capable de leur dire « Ah, j'ai réussi ». Parce que j'ai été focalisé sur ça ou ça, et j'ai été bien entouré par ça ou ça. Et en même temps, j'ai toujours gardé ce côté ou résilient ou être hyper positif. J'y crois. J'ai cette foi. Plus t'as la foi, plus t'y crois en tout cas, et plus tu réussis. Moi, je pense que si tu doutes, tu laisses la place à justement l'échec. Et en fait, il faut quand même y croire. Il faut quand même, même si tu as des défaites, même si tu as des déceptions, même si tu as justement des noms qui viennent sur le chemin, tu fonces. Et c'est cette mentalité-là qu'on veut transmettre. Qu'est-ce qu'on t'a jamais posé comme question ? Une question à laquelle tu aurais aimé répondre ou un sujet que tu aurais aimé aborder ? Ouais, je suis plus dans cet aspect pas politique, hein, mais société en ce moment. C'est vrai que j'aborde ce sujet-là avec des pinces parce que c'est très compliqué dès qu'un sportif de haut niveau s'aventure un peu dans ces éléments-là. Mais en fait, c'est plus par rapport à ce qui est du rôle et de l'opportunité de certains sportifs de haut niveau d'avoir la parole, d'avoir une voix qui soit respectée. Et s'il y avait une question, je ne sais pas laquelle, en tout cas, à poser à ces sportifs-là, et de pouvoir leur donner la crédibilité malgré eux. Parce que ce sont quand même des personnes qui ont des parents, qui ont des enfants, qui ont des cousins et autres, et de leur dire qu'en gros, eux, ils n'ont pas de voix ou de crédibilité, et qui vivent dans leur bulle, ça c'est certain. Je trouve que ça m'agace. Alors, c'est vraiment quelque chose qui m'agace. Ça, je trouve que c'est au bénéfice de ces gens qui, aujourd'hui, nous envoient dans plein de trucs qu'on ne veut pas, que ce soit les guerres ou des problèmes de société. Et ça, je trouve que le sportif de haut niveau, quand il est capable, il devrait être écouté. Alors, il devrait avoir le droit, en tout cas, d'avoir un avis et de le dire. Et voilà, je pense que les gens ne devraient pas écouter ceux qui décrédibilisent très facilement la voix de nos sportifs de haut niveau. En disant, toi, t'es millionnaire, t'es dans ta bulle, tu connais pas le problème. Ce truc-là, ça m'énerve. Ça, c'est le truc, je voudrais tellement pouvoir débugger ce truc-là. Alors, c'est pas dit que tout sportif de haut niveau ou artiste a une compréhension, une analyse assez poussée pour pouvoir donner la leçon, on va dire. Mais c'est pas la leçon, c'est une opinion. Tout le monde a droit à des opinions, et certains qui disent avoir des opinions politiques ou autres et qui sont payés, on va dire, pour ça ou élus pour ça, font des erreurs.
Et on a le droit de pas être d'accord. Et on a le droit de pas être penser d'accord. sur un sujet, ça, et moi je pense le contraire, ou d'autres personnes. Exactement. Donc je pense que le sportif de niveau, artiste, entrepreneur forcément, qui touche à la société, devrait être écouté un petit peu plus ou respecté un petit peu plus. C'est pas dire que on va écouter tous les jours ou voilà nos sportifs préférés, que ce soit Teddy Riner ou Kylian Mbappé. Je peux comprendre que des fois il y a des sujets qui sont sensibles, mais il faut arrêter, je pense, d'une manière ou d'une autre, de décrédibiliser la voix d'un homme ou d'une femme, qu'elle soit sportive ou pas. C'est pas normal. Ça, c'est un truc. Ça m'agace. Et tu donnais ton avis, toi, sur ça, ou t'aurais aimé Je pense, ouais, j'aurais aimé. Alors, j'aurais été prudent malgré tout, parce que je sais, il y a certaines conséquences, tout ça et tout. Mais j'aurais voulu, alors forcément, que ces paroles soient respectées, non pas en tant que sportif de haut niveau, mais en tant qu'homme. En tant que personne qui a des parents, qui a des enfants, qui vont à l'école, que ce soit publique ou privée, ou qui ont des cousins et tout ça, qui galèrent et tout ça et tout. Mais tous, on est tous capables d'avoir des discussions de bar et de se dire, voilà, tiens, ça me touche, là, je suis pas d'accord, et tout. Et forcément, je pense que certains politiciens, ils sont pas d'accord avec ça, ou ils ont peur de ça. Je sais pas en tout cas. Donc c'est des questions que j'aurais voulu peut-être répondre et aborder avec d'autres sportifs et dire voilà comment on fait pour pouvoir un peu crédibiliser notre parole. Est-ce que dans d'autres pays, par exemple en Angleterre, ils prennent la parole? Tu connais plus que nous. Je me souviens, moi, au moment de l'Euro 2004, les élections, des joueurs, est-ce qu'ils doivent prendre la parole? Est-ce qu'ils doivent donner leur avis? Non, pas d'appel au vote, l'équipe de France appartient à tout le monde. Ce qu'on peut entendre, l'équipe de France, mais des joueurs ont le droit de se dire moi j'ai cet avis-là, c'est mon opinion à moi. J'aimerais qu'on puisse se réunir. C'est pour ça. Tu vois, c'est très sensible. Je parle plus de cet aspect très général. La décrédibilisation, elle est plus néfaste que ce qui est de l'opinion exposée ou donnée. Le problème, c'est de se dire ils ont pas à parler. Non. Quel sujet autre, des fois, oui, politique ou autre. À lui d'avoir des arguments et de les assumer. Exactement. Ouais, faut pas que ce soit une truffe qui raconte n'importe quoi. Exactement, ça non. Mais celui qui arrive et qui dit qu'il y a des opinions, le fait qu'on décrédibilise parce que soi-disant c'est un sportif, ça m'agace. Je trouve ça dommage parce que c'est des personnes qui peuvent faire porter des messages et des idées quand même, et de se dire s'ils sont conscients vraiment de ce qu'ils disent, ils devraient être au moins écoutés, alors pas dire être crédibles ou autre, mais dévaloriser, je comprends pas. Ça, c'est un truc que je pense qu'on doit tous être éduqués, comprendre ce qu'on veut aborder comme sujet, le masteriser au plus qu'on peut, et après, au fur et à mesure, voilà, je te dis, il y a des gens qui sont payés pour ça et qui sont nuls. Oui. Qui nous envoient dans des guerres et tout ça et tout. Eux, on leur donne la crédibilité. On leur dit oui, t'as le droit de parler. Il y a des gens qui sont journalistes ou autres, et ils connaissent rien et ils parlent. Pourquoi tu pourrais me dire moi je suis un sportif de haut niveau, je pourrais pas parler. Si je me suis éduqué, si je me suis renseigné. Toi, tu t'es renseigné et tu dis quand même vraiment des bêtises à la télé, quoi. Donc pourquoi lui, c'est juste parce que en termes d'influence, il sera beaucoup plus suivi. Donc c'est pour ça qu'on réduit ce message-là, ou cette portée de ce message, et c'est ça qui m'agace. Je trouve que je parlerai pas à 25 ans ou 26 ou 27, mais à 35, 40 ans, pourquoi pas? En tout cas, tu pourras avoir de la crédibilité et au moins avoir le droit d'avoir cette opinion et de l'exprimer. Voilà, alors comme tout le monde, elle peut être mauvaise. Elle peut être complètement hors sol, mais décrédibiliser de facto parce que je suis un sportif de haut niveau ou un artiste, je trouve ça très bien joué de la part de ceux qui prennent des décisions. Si tu devais changer une chose, un moment, un choix dans ta carrière? Non, je pense pas que je changerais grand-chose. Tu te retiens sur Figo ou pas? Ah ouais, forcément. Il y a plein de choses. Il y a des ballons que j'aurais mis au fond, ça c'est clair, si on pouvait changer tout. Mais une chose marquante, je pense pas. Je pense plus au fait de ce que je t'ai dit par rapport à la Coupe du Monde
le fait d'apprécier le moment, d'être dans le moment présent et de kiffer. Alors peut-être avoir plus de légèreté parce que j'étais quand même quelqu'un de tellement dans une mission que j'ai pas pu vraiment apprécier autant que certains. Et ça ouais, c'est peut-être la seule frustration. Mais j'ai pas de regrets et c'est ça le principal. T'es droitier ou t'es gaucher? Ah, moi je suis gaucher. Non, je suis droitier. Menteur. Non, je jure, je suis droitier. T'es gaucher? Non. J'écris de la main droite, je suis droitier. Mais jeune, je me suis fait sorte de problème à l'aine, là. Et après, j'ai commencé à jouer à gauche. À droite, on avait Alioune Touré et Nicolas Nelka dans l'axe. Donc on m'a dit, hey, tu peux marquer des 2 pieds à gauche. Je te promets, je croyais que t'étais gaucher. Oh non, non. Je te promets que c'est vrai. Non, demain, tu me demandes de faire un ciseau. Tu sais, ciseau, c'est... Ah, donc le naturel, ça va être ton pied droit. Exact. Je ne pourrais pas le faire pied gauche. D'accord. C'est vraiment bizarre. Mais ça a été une force parce que je pouvais partir des 2 côtés. Mais en règle générale, je vais frapper très fort à pied droit. Mais plus précis, ça va être pied gauche. D'accord. Avant de partir, j'ai envie de te dire ça. Tu sais ce que ça veut dire? La santé. Exactement. Et merci en Algérie. Donc, Saha, monsieur Louis. Merci beaucoup. Merci. C'était un plaisir. Qu'est-ce que je peux te souhaiter pour la suite? Ah que du bon, hein, la santé surtout. Ça, c'est ce que tu as dit. Hein. Franchement, la santé. La santé de la famille, de ceux qu'on aime, c'est le principal. Merci beaucoup. Merci pour tout. Et à bientôt pour un nouvel épisode de Campo. Commentez, dites-nous quel souvenir vous gardez de Louis Saha. Et puis on échange ensemble. Abonnez-vous sur notre chaîne YouTube, sur les différentes plateformes. Et puis on va encore partager de bons moments comme aujourd'hui. On remercie de nouveau Legal Place qui nous accompagne sur cet épisode. 15% de réduction pour simplifier toutes vos démarches administratives. À bientôt, ciao.